Le soleil de la Nièvre pour vous accueillir sur ce circuit de Nevers-Manicourt. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue à vous. C'est le 4e rendez-vous du championnat de France FFSA GT. Deuxième course en ce dimanche. On a assisté à une première manche vraiment passionnante hier. On aura l'occasion d'en revoir les meilleurs moments d'ailleurs d'ici quelques instants. Une première manche qui a permis à Rodolphe Walgren de reprendre la tête du championnat AM avec une 4e victoire, 100 points. Il devance de 11 longueurs Nicolas Gomard et Julien Lambert, deuxième du championnat. Stéphane Brémard, 73 points, est actuellement en 3e position. Et puis dans le classement Pro-Am, Robert Consagné et Benjamin Lariche ont accentué leur avance. Désormais 28 points d'avance sur Jean-Luc Boblic et Jim Pla. Et puis on a Grégory Guilvert et Fabien Michal, les vainqueurs d'hier, qui sont revenus dans le top 3. On a eu une première hier avec la première victoire d'une Audi qui partira de nouveau en pole position sur ce circuit de Manicourt. Et on va retrouver le poleman à vos côtés, Guénel Longy. Bonjour Guénel. Bonjour messieurs, et en compagnie de Lonnie Martin, ce qui surveillait telle une rockstar. Il y a beaucoup de monde pour encourager cette Audi numéro 5 sur cette grille de départ aujourd'hui. Lonnie, une première ligne, 100% Audi, 100% Saint-Éloque. C'est quoi l'objectif aujourd'hui pour vous? L'objectif c'est de maintenir cette place, d'être autonome, régulier et faire une belle bagarre. Voilà, de la course. Il fait chaud, hein, il va faire chaud dans les autos. Comment vous anticipez cette course? Très chaud même, là, je suis sur le tour de formation. Je sens déjà la chaleur qui remonte un peu dans l'habitacle. D'autant plus qu'on n'a pas de clim, alors bon, il va falloir économiser son énergie. Merci beaucoup Lonnie, bonne course. Merci Guénel et merci au poleman Lonnie Martin. C'est effectivement la chaleur. Ce sera l'un des éléments clés de cette épreuve. Nous avons la belle chaleur d'une fin d'été. Laurent Mercier, notre consultant habituel évidemment sur ce championnat de France FFSA GT. Température optimale aujourd'hui. Pratique idéale pour le sport automobile. Ouais, pratique idéale pour le sport automobile, mais avec un casque et une combinaison, c'est un petit peu plus compliqué. Donc les organismes des pilotes vont être mis à rude épreuve. Bon, on a une course d'une heure quand même avec des relais d'une demi-heure, donc mais ça va être un petit peu chaud quand même, hein. Une course d'une heure, c'est une semi-endurance pratiquement, et pour en parler avec nous, on a également un pilote champion de la catégorie AM l'an dernier. Il a disputé la première moitié de la saison, malheureusement pour des raisons budgétaires. Il a troqué le volant contre le micro. On espère que c'est exceptionnel, mais c'est Stéphane Tribodini qui nous rejoint. On est honoré. Bonjour Stéphane. Bonjour Thomas, bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de nous rejoindre ici sur cette grille de départ. On aura l'occasion évidemment de reparler de la chaleur avec vous d'ici quelques instants, mais on va aussi parler du championnat. Alors on l'a dit hier, Robert Consagné et Benjamin Lariche ont terminé deuxième, vous l'avez vu, ils ont accentué leur avance au championnat. Sur qui? Et bien sûr Jean-Luc Boblic et Jim Pla. Alors justement, que s'est-il passé durant la première course, celle qui s'est déroulée ce samedi? Eh bien je vous propose d'en revoir les meilleurs moments avant d'aborder cette course dominicale. Avec une grille de départ déjà bien fournie, pas mal de monde sur cette grille de départ. Et en pole position, Fabien Michal, le pilote de l'Audi Saint-Éloque numéro 42, qui s'est offert sa deuxième pole position. Les écarts étaient réduits, 10 millièmes devant Sylvain Noël, 18 millièmes devant Pierre Sancinena. Et le départ, 39 voitures, Laurent Mercier, finalement, au départ de cette épreuve. Ouais, 39 voitures avec une Porsche et une Audi en première ligne. On voit que le départ est assez propre. Oui, avec un excellent envol de Sylvain Noël qui était pourtant sur la ligne extérieure, mais qui est parvenu à prendre l'avantage ici sur Fabien Michal avant d'aborder la célèbre courbe d'Estoril, l'un des juges de paix assurément de ce circuit de Nevers-Manicourt. Et puis on arrive à l'épingle d'Adélaïde. Attention, gros freinage, il faut pouvoir éviter toute erreur. Ça se passe bien pour Sylvain Noël, pour Fabien Michal, pour Julien Lambert également, le pilote AM. Derrière par contre, Laurent, dans le peloton, c'est un peu plus compliqué. Ouais, on voit que ça frictionne un petit peu. On voit la Mercedes là d'Alexandre Bardino, un jeune pilote qui dispute son 3e meeting et qui vient toucher l'Audi du Baporo Motorsport. Oui, malheureusement, il y aura des dégâts sur ces deux voitures. On le voit d'ailleurs avec la numéro 10 du pilote espagnol Varela qui est là. Et puis on a ici Christian Blujon qui s'offre un petit tête à queue avec la Porsche de l'équipe Racing Technologies. Et puis la lutte au cœur du peloton. Olivier Jouffret qui est poussé sur l'extérieur, enfin qui va à l'extérieur. Beau car contrôle là pour récupérer la Porsche sans touchette, hein.
Sans Sans touchette, touchette, hein, hein. ouais, il a bien récupéré. Oui, il a été poussé, mais de De manière tout à lui-même. fait sportive. Et il est allé de lui-même là-bas. Et on notait l'excellent début de course. Vous le voyez, la Porsche avec des bandes rouges de Julien Lambert, mais aussi de Laurent Urgon en pleine remontée. Olivier Estève, l'équipier d'Anthony Beltoise, n'a pas eu la même réussite qu'Olivier Jouffret plutôt, il se plante dans le bac à gravier. Et pour Alexandre Bardinon, c'est l'abandon comme ça avait été le cas pour l'Audi un peu plus tôt. Attention, Laurent Urgon est en pleine remontée, il passe ici en deuxième position devant Fabien Michal, la C'est BMW un petit du peu, Team un France. petit peu au forceps, hein, alors que là, la Ginetta du team GM Sport se fera un petit tour dans le bac. Avec Guillaume Maillot, Mickaël Petit, autre concurrent engagé dans la catégorie dames. Il avait d'ailleurs pris la tête, Mickaël Petit, mais il est parti à la faute dans la chicane en escaladant trop le vibreur. Une pénalité, une erreur en tout cas qui coûte cher. On voit ici Robert Consagny en pleine remontée qui a notamment doublé Sylvain Noël. Et puis dans le clan Saint-Éloque, on choisit d'effectuer le pit stop très très tôt. Fabien Michal est relayé par Greg Guilbert. Sur la Porsche des champions en titre, Christophe Lapierre est relayé. Et puis attention, l'incident ici, on relâche la Mercedes de Jim Pla, malheureusement un contact avec la BMW. Ouais, un numéro petit 9. peu trop vite, hein. Donc du coup Jim Pla écope d'une pénalité, hein, parce qu'on a relâché un petit peu trop tôt la Mercedes du team AKSP. C'est des gros points qui s'envolent dans l'optique du championnat pour cette Mercedes. Laurent Urgon a cédé la place à Julien Piguet et quand celui-ci remonte en piste, il est troisième, mais il passe directement à l'attaque sur Benjamin Lariche. On retrouve donc Grégory Guilbert, Julien Piguet et Benjamin Lariche. Pour Mickaël Petit, malheureusement, la course s'arrête là. La BMW M4 de 3Y Technologies est plantée dans le bac à gravier. C'est fini aussi pour la BMW numéro 9 qui avait été impliquée dans le contact avec Jim Pla dans la pit lane que vous avez vu il y a quelques instants. Et puis un pilote qui est à l'attaque en fin de parcours, c'est le jeune Pierre-Alexandre Jean, 17 ans seulement, pilote de l'Alpine de l'équipe CMR et qui double ici Jimmy Antunes pour prendre la 4e position. Ouais, c'est un beau meeting, hein, pour cette Alpine qui sort d'une victoire en championnat d'Europe, alors que là on voit l'autre Alpine, hein, la deuxième Alpine du team CMR qui est à la bagarre avec l'Audi du Saint-Éloque Racing. Et Harry qui Harry double qui est chaud. ici Lonnie Martins. Ouais. Grosse bagarre entre ces deux pilotes. Et puis on voit ici Nicolas Schatz, vainqueur à Dijon et qui se fait surprendre, comme quoi ça arrive effectivement à tout le monde. Dans la catégorie des dames, on a eu une domination de Julien Lambert et de Nicolas Gomard, mais en fin de course, Laurent, on voit la Porsche qui est en difficulté et Rodolphe Walgren avec la Ginetta numéro 4 prend les devants. Ouais, exactement, avec une Porsche qui est un petit peu en souffrance avec les pneumatiques et la Ginetta de Rodolphe Walgren arrive à tirer son épingle du jeu avec une Ginetta qui dégrade moins les pneumatiques. Pendant ce temps-là, Greg Guilbert, lui, assure, il gère les dépassements dans le trafic. Et puis un fait de course important dans le dernier tour. Julien Piguet est au ralenti. Il doit laisser passer Benjamin Lariche et Pierre-Alexandre Jean qui vont finalement monter sur le podium. Problème d'essence. Ouais, problème d'essence, ça il en arrive. manquait un petit peu. Il en manquait un petit peu. Pas de problème par contre pour l'équipe Saint-Éloque. Première victoire d'une Audi enfin cette saison, hein, alors que les Audi avaient signé 5 pole positions mais pas encore de victoire. C'est fait. Grégory Guilbert et Fabien Michal qui s'imposent. Du côté de la catégorie des dames, Rodolphe Walgren s'impose devant Alain Grand et Didier Moureux, hein, sur la BMW. Et voici le podium de la catégorie Pro-Am. Fabien Michal, Grégory Guilbert, première victoire. La grille de départ de cette seconde course du championnat de France FFS AGT ici sur le circuit de Nevers-Manicourt. Lonnie Martins en pole position sur l'Audi Saint-Éloque numéro 5. Son équipier Grégory Guilbert à ses côtés sur la première ligne. Deuxième ligne avec la BMW de Julien Piguet numéro 3 et l'Alpine de Pierre-Alexandre Jean. Troisième ligne, Jim Pla sur la Mercedes AKSP et Olivier Pernaut. Meilleur temps en A, magnifique performance d'Olivier Pernaut qui partira 6e. Steven Palette sur la première Porsche partira en 7e position. Sohey Ayari sur la deuxième Alpine partira 8e. Il a écopé d'une pénalité de 5 places sur la grille suite à des incidents hier à la fin de la course 1. Éric Trémoulet est en 9e position. Mike Parisi est en 10e position. 5e ligne 100% Porsche. On a ensuite Jimmy Antunes et Enzo Guibert qui fait ses débuts en GT4 cette année. Il est 12e. 13e position pour Romain Monti. 14e pour le leader du championnat Benjamin Lariche. Matthew George sur l'unique Aston Martin est en 15e position. Et le reste de cette grille qui se dessine sous vos yeux. On retrouve de nouveau 39 voitures, il y en avait même 40 au départ, malheureusement on a eu un forfait suite à une sortie de piste en séance qualificative de la BMW M4 de l'espace Bienvenue. Et vous avez signalé la pole d'Olivier Pernaut dans la classe AM, il est assez solidement installé dans le haut de la hiérarchie, Olivier Pernaut, puisqu'il a réalisé le 6e temps. C'est la 8e course de la saison pour le championnat de France FFS AGT. 2 Audi en première ligne devant, une BMW et une Alpine. Il y a une Mercedes en 5e position également. On retrouve donc des marques très différentes ici aux avant-postes. On sait que les Ginetta sont toujours redoutables. En fin de parcours aussi, qui va monter sur le podium? Qui va remporter ce 8e rendez-vous de la saison? On le saura dans 60 minutes, 61, 62 minutes peut-être. Mais avant cela, place
à la course. C'est parti pour 60 minutes. Les feux qui sont passés au vert et les deux Audi qui sont côte à côte. Lonnie Martins qui est sur la ligne intérieure à droite sur votre image. Et on voit que Greg Gilbert va lui faire l'extérieur. Greg Gilbert qui prend les commandes, le vainqueur d'hier devant Lonnie Martins. Julien Piguet en troisième position. Attention à la vitesse de pointe de la BMW, c'est l'un de ses points forts. Et Julien Piguet sait qu'il doit essayer de passer directement à l'attaque avant le bout de la ligne droite. La BMW qui va flirter avec les 240 km/h au bout de cette ligne droite. Et attention derrière avec une touchette et une BMW qui est en difficulté. On a vu une Ginetta également. Est-ce que ça a tapé? Non, ça n'a pas tapé. Heureusement pour l'une des BMW. On voit ici, regardez, Julien Piguet, on s'y attendait, est passé devant Lonnie Martins. Il a pris la deuxième position. Greg Gilbert en tête. Julien Piguet, pardon, en deuxième position. Et Lonnie Martins attaqué maintenant par Jim Pla sur la Mercedes AK ASP. Est-ce que Jim Pla va pouvoir passer? Non, il est quatrième. Il est derrière Lonnie Martins. On va revoir ce qu'il s'est passé, messieurs, avec... c'est qui ça? Est-ce que ce ne serait pas Yann Erlaché? Oui, hein, je pense. Il y a deux incidents différents en fait. Yann Erlaché qui était un peu large sur la Mercedes. Et puis on a vu la BMW numéro 9 qui partait seule à la faute avec Laurent Freinet. Je pense que c'est la 9. Oui, c'est la voiture BMW Team France. Ouais, qui est parti seul à la faute dans ce troisième virage. Difficile hein, ce virage d'Estoril, Stéphane. Oui, surtout en début de course, il y a deux trajectoires possibles à l'intérieur et à l'extérieur, donc il faut arriver à faire son trou au milieu du peloton. Et on a souvent vu qu'il y avait pas mal, et notamment dans les courses de support ici, pas mal de poussière sur la trajectoire extérieure. Mieux vaut éviter cet endroit, surtout au moment du départ. Et on voit Greg Gilbert qui a pris un excellent envol. En tout cas, attention à Julien Piguet qui a une revanche à prendre, évidemment. Il était deuxième déjà hier à l'entame du dernier tour. Ouais, et puis l'essence, on a décidé autrement. Hein. Il manquait un peu de carburant. Surtout que cette voiture, hein, enfin le team BMW Team France s'était imposé l'année passée sur ce circuit de Manicourt. On sait que ce circuit convient bien à la BMW. Donc on a à cœur évidemment de briller sur cette course 2. On imagine effectivement que Julien Piguet va vouloir se distinguer. Ils avaient remporté les deux courses l'an dernier. Il était alors associé à Frédéric Joët. Ici il fait équipe avec Laurent Urgon, qui a comme particularité d'être l'un des pilotes dans la vie, pilote d'essai Renault Sport, à la fois pour les produits de route et pour les produits de compétition. Qui est donc un pilote qui a énormément de car contrôle, qui roule beaucoup avec des voitures. Attention ici, on voit l'Alpine dont la vitesse de pointe n'est pas le point fort et qui est attaqué par Steven Palette ici. Pierre-Alexandre Jean, le jeune pilote de 17 ans, et Sohail Harry qui remonte également. Ouais, très très beau dépassement de Sohail, là il a vraiment surpris Steven Palette, très propre. Oui, Steven Palette qui était à l'attaque sur Pierre-Alexandre Jean, qui a peut-être oublié que derrière, Sohail Harry pouvait plonger également. Une lutte pour la 5e position pour l'instant. Bon départ de Jim Pla également qui est 4e et qui nous le disait, il va falloir avant tout essayer de limiter les dégâts, disait Jim Pla au niveau du championnat. Alors où se trouve d'ailleurs le leader du championnat, Benjamin Lariche? Eh bien il est 15e. Pour le moment, la Ginetta numéro 8 de l'équipe Spicar en 15e position donc. Oui, c'est vraiment très compliqué pour les Ginetta au départ avec une longue ligne droite comme ça. Dans tous les cas, on est quasiment certain de perdre 2 ou 3 places sur la grande ligne droite au début. Donc c'est assez compliqué en pneu neuf après de pouvoir attaquer les autres adversaires. Oui, parce que les Ginetta en fait, ce sont des voitures légères mais qui vont un peu moins vite en ligne droite, qui sont un peu plus agiles en virage mais un peu moins rapides en ligne droite. Tout à fait, elles perdent entre 15 et 20 km/h par rapport à la BMW par exemple. Donc c'est vraiment une très grosse différence de vitesse de pointe. Après, voilà, il y a les avantages à d'autres endroits, et notamment en fin de course. Heureusement, la bob est très bien faite et derrière, la Ginetta va pouvoir se rattraper en virage, au freinage et en usure du pneu. Donc au final, ça fait un très bon compromis pour toutes les voitures. Et la bob, c'est la balance de performance qui cherche à équilibrer les performances de toutes les voitures, comme son nom l'indique, avec des voitures qui sont plus puissantes mais souvent plus lourdes, d'autres plus légères mais qui sont dès lors un peu moins puissantes, et ça nous donne des courses très très spectaculaires avec des voitures qui sont fortes dans certains secteurs du circuit et d'autres qui sont plus fortes dans d'autres secteurs. Et bien voilà, dans le cas des Ginetta, c'est plutôt en virage et plutôt dans la préservation des pneus. Dans le cas des Audi ou des BMW, par contre, c'est plutôt en ligne droite. Et Julien Piguet d'ailleurs vient de s'offrir le meilleur tour en course, preuve qu'il est plus rapide que Grégory Gilbert et qu'il est en train de revenir sur l'Audi de tête. Et Sohail Harry qui attaque, et qui attaque deux d'un coup, et qui va passer les deux d'un coup. Sohail Harry, il a doublé Pierre-Alexandre Jean et Jim Pla. Je pense que Jim s'est un petit peu loupé parce que j'ai pas compris comment il a fait à être aussi lent au milieu du virage. Ouais, on dirait qu'il a loupé le point de corde. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème pour la Mercedes de l'équipe AKSP? Et pendant ce temps-là, Pierre-Alexandre Jean qui vient doubler Sohail Harry, les deux voitures, les deux équipiers qui se touchent, les deux équipiers du team CMR, et Pierre-Alexandre Jean qui reste devant. Et Palette derrière qui en profite un petit peu peut-être à l'intérieur. Steven Palette, est-ce qu'il peut passer dans le Jim Pla? C'est chaud.
Oh, contact là aussi avec Jim Pla qui est un peu coincé pour l'instant. Début de course très difficile pour Jim Pla, vainqueur à 2 reprises cette année avec Jean-Luc Boblik. Ils avaient gagné à Nogaro, ils ont gagné à Dijon également. Et ici, pour aller chercher une victoire, ça va être compliqué. Ouais, la Pierre-Alexandre joue à sécurité, il élargit pour pas aller au contact. Sayari qui est donc passé en 4e position, Pierre-Alexandre Jean qui est 5e désormais. Et regardez devant comment Julien Piguet est revenu sur Grégory Gilbert. Quel début de course! Je pense qu'on va assister peut-être à un regroupement d'ici peu de temps. Je vois bien Soleil remonter là sur le dit devant lui. Et je pense que Greg va un petit peu préserver ses pneus, donc il va peut-être pas tout donner dans son premier relais pour garder un peu la première place, ça pourrait suffire, et garder surtout les pneus pour son équipier. Laurent Mercier, la préservation des pneus, Ouais, on en a beaucoup entendu parler. Ouais, c'est essentiel, hein, surtout sur un circuit comme ça. On sait qu'il fait très chaud à Manicourt ce week-end, donc c'est aussi un élément important à prendre en compte. Alors que là, on a une petite sortie de Sohail Ayari, et du coup, ça profite à Pierre-Alexandre Jean qui reprend l'avantage. J'espère qu'ils vont pas trop se gêner en bagarre tous les deux, parce qu'ils peuvent vraiment remonter sur les trois de devant. Il était très large. Alors on revient sur la préservation des pneus. Laurent, est-ce que finalement dans le clan Audi où on n'avait pas encore gagné alors qu'on avait signé plusieurs pole positions, et on voit la bagarre derrière, est-ce que ça n'a pas été cette gestion des pneumatiques qui hier a fait la différence? Ouais, c'est exactement ce qui a fait la différence. On a vu que les pilotes qui ont préservé les pneumatiques au début en essayant d'être un petit peu plus souple avec le volant et tout, donc ça a été un peu plus facile en fin de course, alors que ça continue de chauffer entre les deux Alpines du team CMR. Et Sohail Ayari reprend l'avantage, mais Pierre-Alexandre Jean n'a pas dit son dernier mot. Et Steven Palette est juste derrière. Ouais, attention Pierre-Alexandre Jean, parce qu'il a coupé la chicane Nürburgring, selon moi. Il a quitté les limites de la piste et il en a tiré un avantage puisqu'il est parvenu à attaquer Sohail Ayari dans le virage suivant. Ce serait dommage évidemment entre Alpine. Il laisse repasser. Il laisse repasser, bien vu de la part de Pierre-Alexandre Jean. Pour un garçon de 17 ans, c'est très intelligent. Lui qui a directement laissé repasser, il l'a bien fait. Par contre, il perd du temps, on est d'accord Stéphane? Dans cette bagarre, il perd du temps par rapport aux hommes de tête là. Ils ont déjà perdu, je pense, une bonne seconde dans ce tour-là. Et derrière, on voit que ça fait un énorme bouchon. Donc il faut faire attention. Une bonne seconde, je pense que vous êtes optimiste. Oui. C'est même peut-être un peu plus que cela qu'ils viennent de perdre. Les pilotes des Alpines à 110 GT4. En fait, c'est l'erreur de Sohail, je pense, dans l'Estoril qui a un petit peu ramené de nouveau cette bataille entre deux et qui ont vraiment perdu beaucoup de temps. On va voir l'écart maintenant. Les 3 leaders, en tout cas, eux sont très groupés. Grégory Gilbert, Julien Piguet, Lonnie Martins, groupés en 1 seconde 1. Et puis cette bagarre pour la 4e position, Sohail Ayari, Pierre-Alexandre Jean. Bon, j'imagine que dans le clan CMR, le patron de l'équipe CMR, Charlie Bourracho, a dû faire passer le message à la radio, Laurent, en disant Ouais, je pense. les gars, maintenant vous vous calmez et vous roulez. Exactement, il ne faudrait pas s'accrocher entre les deux Alpines. C'est les deux seules Alpines qu'on a en compétition en plus en GT4, donc il ne faudrait pas que ça se termine au bac. Surtout qu'elles peuvent faire un petit peu de différence avec ceux derrière eux, notamment la Porsche de Steven Palette. Donc je pense que là, PA a compris, il va prendre l'aspiration, pas le gêner et se laisser tirer par Sohail pour remonter devant. Même si Steven Palette effectue un très bon début de course également, lui qui est à domicile ici pratiquement, Steven Palette sur ce circuit de Manicourt. Il a d'ailleurs pas mal d'invités qui sont présents ici. Il était bien occupé ce week-end, Steven Palette. Et bien on le voit, en tout cas il est surmotivé également, meilleur pilote Porsche pour l'instant, pour un pilote qui avait disputé l'an dernier d'ailleurs la Porsche Super Cup internationale. Il est 6e du classement en général pour l'instant. Il attaque ici Pierre-Alexandre Jean, même si ça ne va pas passer dans ce long virage à gauche, le 180 degrés. Et Jim Pla qui, après avoir connu un passage à vide, est apparemment de nouveau dans le rythme, Jim Pla, puisqu'il est en 7e position. On a Éric Trémoulet, l'ancien double champion de la Clio Cup France, qui pour sa 2e année en GT est en 8e position. Pas mal la performance d'Éric Trémoulet, notamment par rapport à un spécialiste Porsche comme Steven Palette. 9e position pour Romain Monti sur la BMW numéro 100. Et Olivier Pernaut est en 10e position. C'est l'Audi numéro 48 du Team Orez. Il a perdu pas mal de place. Il n'est pas là, Olivier. Le départ. Oui, mais là il vient de se faire doubler notamment par Matthew George. Olivier Pernaut qui est en difficulté, je pense, avec l'Audi. Au dernier tour, on l'a vu un petit peu au ralenti au niveau du passage devant les stands. Ouais, il est totalement au ralenti. On voit les secteurs, effectivement. Olivier Pernaut qui était en tête de la catégorie des âmes. Ça pourrait profiter à Christopher Capello, du coup, qui pour le moment est 2e et qui vient de prendre la tête, justement devant Clément Dube. Et du coup, l'Audi R8 du Orez Racing qui rétrograde et qui doit être arrêté en bord de piste. Une Ginetta, la Ginetta numéro 30, 16e du classement général et en tête du classement. Et une autre Ginetta, malheureusement, celle de Nicolas Schatz.
La numéro 71 de l'équipe Schatz-Lestienne. Il fait équipe avec Jacques Wolf, Nicolas Schatz. Et malheureusement, pour les vainqueurs surprises de la première course à Dijon, pour leur première apparition dans le cadre du championnat de France, même si c'était Alain Gaunois qui faisait équipe avec Nicolas Schatz. Et on a l'attaque de Jim Pla ici sur Steven Palette. Confirmation de ce qu'on vous disait il y a quelques instants. Après un début de course difficile, Jim Pla est en train de remonter pour le moment. Et là, qu'est-ce qu'il s'est passé avec une Ginetta, je pense? Est-ce que ce n'est pas celle de Pierre Courroy? Oui, si, c'est elle. C'est Pierre Courroy, numéro 7 avec la Ginetta Speedcar qui est partie dans le bac à gravier. Nouvelle attaque ici de Jim Pla et de Steven Palette qui ne se sont finalement toujours pas départagés puisque Steven Palette avait pu reprendre l'avantage. On a derrière Eric Trémoulet, le pilote gersois qui vient également se mêler à la lutte. Oh que c'est beau avec l'attaque de nouveau de Steven Palette sur Jim Pla avant l'enchaînement, la chicane Nürburgring, Imola pardon, et il est passé devant Steven Palette, devant Jim Pla, et on voit que ça bouchonne derrière avec Eric Trémoulet, avec Romain Monti qui est dans la bagarre également, Jimmy Antunes et Matthew George sur l'Aston Martin Vantage qui est traditionnellement l'une des voitures les plus rapides en ligne droite, donc il va falloir le surveiller, le Britannique Matthew George, lors du prochain passage vers Adelaide. En attendant, Romain Monti attaque ici Eric Trémoulet. Que c'est joli cette bagarre. Et pendant ce temps-là, on a vu Matthew George qui doublait également le Suisse Jimmy Antunes. C'est vraiment une très belle bagarre, avec beaucoup de voitures très différentes, mais chacun joue son va-tout. On le voit en fonction des endroits sur le circuit avec des voitures qui sont un petit peu plus agiles que d'autres et du coup qui passent un petit peu mieux en virage. Et d'autres qui vont plus vite en ligne droite. Exactement. Et ça nous donne un Donc, spectacle magnifique. Là on va voir la BMW qui va prendre un petit peu le large, je pense, sur la Porsche, mais derrière l'Aston Martin qui va sûrement attaquer la Porsche en même temps. Regardez, parce que l'Aston Martin hier lors des essais qualificatifs, c'était régulièrement elle la plus rapide en ligne droite. Il va bénéficier de l'aspiration, Matthew George. C'est ce phénomène qui permet à une voiture qui est derrière de ne pas devoir trouer l'air quelque part, ce qui paraît paradoxal parce qu'on ne voit pas là, mais il faut le trouer malgré tout. Matthew George qui vient un peu trop tard au freinage de l'épingle à la touchette entre Eric Trémoulet et Romain Monti qui s'offre un 360 degrés et qui va repartir directement. Ouh, ça fume du Par côté contre, il vient des de pneus. cramer son train de pneu arrière. Vous croyez? Ouais. J'ai eu l'impression d'assister à une compétition de drift pendant quelques instants. Beau car contrôle de Romain Monti, mais qui a été poussé. Et malheureusement, voilà, Olivier Pernaut, le leader, l'ex-leader de la catégorie des AM, lui qui avait brillé. Olivier Pernaut qui est malheureusement arrêté dans la voie des stands. Probablement un problème technique pour cet Audi R8 LMS numéro 48 du Ores Racing et c'est bien regrettable. Pendant ce temps, on voit que les deux Alpines sont en train de faire les deux meilleurs temps. Sway revient très fort, il est une seconde plus rapide que tout le monde en piste et il est plus qu'à 4 secondes et demie de la tête. Et je pense qu'il va venir récupérer le podium devant lui. Ça y arrive, 1:47.883, nouveau meilleur tour en course. Et Laurent Mercier, pendant ce temps-là, la direction de course n'a pas traîné pour prendre une décision. Elle n'a pas tellement apprécié la petite poussette d'Éric Trémoulet, donc la Porsche numéro 64 du victime qui va prendre une pénalité, un drive-through penalty. On va certainement le revoir au ralenti. C'est vraiment dommage pour lui parce qu'il a voulu juste protéger sa position par rapport à l'Aston. Touché, il n'a pas beaucoup touché, mais une petite touchette avec la BMW de Romain Monti. Vu que la BMW est vraiment moins vite en virage, il a été surpris par la faible vitesse et il n'a pas pu l'éviter. Et il le touche deux fois en fait, il le touche à l'entrée du virage et puis il le retouche à la sortie parce qu'elle est en perdition. Un drive-through, Laurent Mercier, on rappelle, c'est quoi? C'est un passage par les stands, donc vous êtes obligé de ralentir dès l'entrée des stands, donc vous perdez un petit peu de temps, vous devez passer au ralenti dans la voie des stands et reprendre votre vitesse. Donc c'est entre 15 et 20 secondes de perdu ici. Quinzaine de secondes. Elle est courte ici, la voie des stands, contrairement à d'autres circuits. C'est la plus courte du championnat, mais après on perd aussi un peu de vitesse quand on ressort, parce qu'on n'est pas lancé. Il y a une longue ligne droite qui suit, donc on doit perdre en tout entre 15 et 20 secondes facilement, je pense. La vitesse maximale dans la pit lane, c'est un peu comme quand on traverse les villages en fait. Ça, selon les circuits, c'est 50 ou 60, ici c'est 60 km/h, je crois. Donc ouais, la ligne droite descente est assez courte ici. Et Romain Monti qui du coup est retombé à la 17e position. Et on peut voir qu'il a la meilleure vitesse de pointe avec 243 km/h en bout de ligne droite, c'est vraiment très rapide. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Et pendant ce temps-là, on va aller retrouver dans la pit lane d'ici quelques instants l'équipier de Steven Palette, meilleur pilote Porsche pour l'instant. Il est 6e, son équipier s'appelle Mickaël Blanchemin, il est avec vous Guénel. Oui, Mickaël qui regardait avec beaucoup d'attention cette bagarre avec Jim Pla. C'était très chaud mais très fair-play entre ces deux hommes. Quand on est là dans le canapé derrière en train de regarder, on doit stresser un peu. Ouais, on stresse un petit peu, on essaye surtout de se concentrer. Et puis après, c'est deux très bons pilotes, Jim et Steven, donc on est assez confiant sur l'état d'esprit de la course.
Hier, vous avez terminé meilleur Porsche. Vous êtes aussi meilleur Porsche là, dans cette deuxième manche à l'heure actuelle. Comment ça se passe pour cette auto sur ce tracé? Le tracé est très sympa, Manicourt, on le connaît assez. Après, IMSA, très très bon dans tout ce qui est réglage et connaît parfaitement la marque, donc ça nous aide énormément. Et puis Steven a vraiment un très très bon coup de volant. Bon, à vous après, c'est quoi l'objectif, Mickaël? L'objectif, c'est d'essayer de perdre le moins de place possible. C'est déjà un bon objectif, merci. Beaucoup d'humilité. Toujours le j'ai envie de sourire dire. avec Oui. Mickaël Blanchemin, qui est le gentleman parfait par excellence. Mickaël Blanchemin, qu'on voit depuis quelques années quand même en GT, qui fait une deuxième saison en GT4. Qui est vraiment très très sympa dans les paddocks, toujours souriant et agréable pour discuter avec lui. Ah, il est là pour prendre du plaisir et énormément d'humilité. Attention parce qu'il va suivre avec attention cette bagarre. Steven Palette était passé devant. On voit Jim Pla qui petit à petit est en train de revenir. La lutte pour la 6e position ici entre une Porsche Cayman Club Sport MR, c'est son nom exact, et puis une Mercedes AMG GT4 bien évidemment. Là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que les écarts ne sont pas forcément énormes devant. Il y a une dizaine de secondes d'écart pour à peu près les 7-8 premiers. Donc vraiment, les pilotes amateurs vont pouvoir faire la différence derrière en faisant un bel arrêt au stand. Donc je pense qu'on aura aussi une deuxième partie de course très intéressante. Et c'est la preuve du bon niveau aussi finalement dans le championnat, c'est que les écarts, aussi bien au niveau des pilotes que des voitures, sont très réduits. Oui, c'est ça. On voit aussi que même dans la catégorie amateur, il y a aussi pas mal de bagarres. Donc tout est très bien équilibré. Un petit coup d'œil sur le classement pour voir en 14e position Benjamin Lariche sur la Ginetta numéro 8 de l'équipe Speedcar, le leader du championnat. Malheureusement, c'est un peu le problème de la Ginetta, c'est qu'en début de course en pneu neuf, il n'arrive vraiment pas à remonter suffisamment pour pouvoir porter une attaque. Et donc là, il doit juste essayer de limiter les dégâts en termes de temps d'écart par rapport à la tête pour donner la voiture à Robert, si possible pas trop loin de la tête, pour pouvoir remonter après. Allez, on imagine effectivement l'objectif actuellement de Benjamin Lariche. Et en tout cas, on voit aussi Christopher Capello qui est juste derrière lui, qui est le premier amateur, c'est sa deuxième course seulement en GT4. Et je suis assez impressionné de le voir vraiment collé à Benjamin Lariche. C'est assez impressionnant. On les a tous les deux à l'image, bien vu effectivement le leader de cette catégorie amateur. Christopher Capello, vous le dites, c'est sa deuxième course seulement en GT4. C'est ça, il a commencé à Dijon au mois de juillet. Il a commencé à prendre un petit peu ses marques, il avait du mal à être très rapide sur un tour. Et puis là, vraiment, il a fait une qualification à seulement 2 dixièmes de Benjamin Lariche, qui est quand même une référence sur la Ginetta. Donc je suis assez impressionné. Et là, en plus, il a peut-être porté une attaque. Et là, en rythme de course, il a l'air même plus rapide, effectivement, Christopher Alors que Capello. là, on a un contact entre la BMW 3Y Technologie et Ouais, c'est Wilfried de Casalfon sur la 666 malheureusement. Et là, je crois que la course c'est terminé pour la Ginetta. Qui est mal placé en plus, messieurs. Attention, est-ce qu'il peut repartir, oui ou non? C'était Alain pense Grand dans la BMW. Je pense que la roue avant gauche est cassée, qui pourra Et pas la roue repartir. arrière, La roue arrière aussi, regardez hein. la roue arrière gauche, oui. Elle est mal placée évidemment cette voiture, ça pourrait conditionner la suite de la course, hein. Vous voyez où je veux en venir. Ça bouchonne un peu là. Hein. Et là ça bouchonne, effectivement. Et Christopher Capello, donc, qui est la révélation de ce début de course, ça me rappelle un certain Stéphane Triboni l'an dernier, qui venait un peu de nulle part et puis qui avait été chercher le titre de champion âme. Avec le même modèle d'ailleurs. Avec la Ginetta aussi. Et la même équipe. Par Et la contre, même équipe. Christopher a un petit peu plus peut-être de bagages que moi. Il a quand même fait pas mal de courses de côte, notamment sur la Norma, et pas mal de petites courses quand même à droite à gauche. Donc je pense qu'il a une expérience qui est quand même plus élevée que la mienne, surtout aussi peut-être en karting, mais je suis pas sûr de ce que je dis là actuellement. En tout cas, il fait un très très bon début. On voit en tête de la course l'écart. Il reste limité entre les trois leaders. Grégory Guilbert, 1 seconde devant Julien Piguet, 1 seconde 6 devant le pôle med Lonnie Martin. Sohail Harry est revenu à 2 secondes 2. Maintenant, on a les drapeaux jaunes dans le secteur 3 et toujours cette Ginetta qui est pour l'instant arrêtée. Je pense qu'on va avoir un safety car parce qu'ils vont pas pouvoir la sortir d'ici. Et ça reste quand même un petit peu dangereux en sortie de chicane. On va attendre d'en avoir la confirmation. On a quand même il faut aussi re-signaler aussi le beau début de course de l'Aston Martin qui dispute sa dernière saison en GT4 avant l'arrivée d'un nouveau modèle l'année prochaine avec le team Génération AMR qui pour le moment est 8e avec Matthew George. Plutôt une belle performance pour cette voiture. Ouais, très très bien effectivement. Et elle On la pourrait voit à surprendre l'image. cette voiture parce que Elle suit Jim Pla et Steven Palette. ouais, et elle pourrait surprendre parce que James Appleby. Oui, il est rapide aussi, James Appleby, qui est le Pardon team manager de l'équipe. Il est rapide, donc Ouais, il a aura fait des son bonnes mot. choses Ouais, lors des essais libres. il aura son mot à dire. Hein. Allez, une surprise Aston Martin.
pourquoi pas, lors de ce rendez-vous de Manicourt. C'est vrai que c'est un circuit qui lui convient bien à cet Aston Martin Vantage. Il y a des circuits et c'est ce qui fait la beauté aussi de ce championnat de France FFSA et par contre pour le Kimores, ça sent la fin. Ce qui fait la beauté aussi de ce championnat, c'est qu'on a des circuits très très différents, Stéphane. Quand on va sur le circuit de Nogaro qui est très tortueux, on va dans les rues de Pau, c'est très tortueux également, et puis on a des circuits nettement plus rapides comme ici par exemple ou le Paul Ricard. Oui, ou même encore Dijon ou Barcelone, c'est assez rapide. Donc c'est qu'on a le début de saison dans le sud-ouest à Nogaro et Pau avec des circuits très techniques qui conviennent bien à la Ginetta, à l'Alpine par exemple. Et à partir de Dijon, ça s'équilibre beaucoup plus et des voitures comme la BMW qui peuvent lutter un petit peu dans les 2 premières courses commencent à reprendre des couleurs et à se battre vraiment pour la victoire pour la fin de saison. Voilà qui nous promet une fin de saison passionnante donc, même si pour l'instant c'est un équipage Ginetta qui mène la danse, mais c'est vrai que les Ginetta a priori sont plutôt à leur affaire sur Nogaro et Pau, davantage que sur des tracés comme celui-ci. On le voit d'ailleurs avec Benjamin Lariche qui est 13e pour le moment. Alors qu'on a vu qu'on sortait la Ginetta, on l'a vu furtivement à l'image là dans le virage. Donc on a un véhicule de dépannage qui sort la Ginetta. Et du coup on a 6 dixièmes d'écart entre Grégory Guilbert et Julien Piguet. Et 1 seconde 5 avec Lonnie Martins pour l'instant sur la 2e Audi du Saint-Eloque Racing, alors que Sohail Ayari lui est à 2 secondes de la tête, mais à 4 dixièmes de l'Audi de Lonnie Martins. Et on revient sur la tête de la course et regardez cette image, les 4 leaders, roue dans roue, Grégory Guilbert, Julien Piguet, Lonnie Martins et Sohail Ayari qui se suivent, 2 Audi, une BMW, une Alpine, 3 marques différentes qui revendiquent la victoire en ce début de course pour l'instant. Et puis on a une autre Alpine avec Pierre-Alexandre Jean qui est en 5e position. Et là on va revoir Benjamin Lariche et puis Christopher Capello qui est venu pousser Benjamin Lariche dans le virage d'Estoril, le leader du championnat qui s'offre un 360 degrés ici. Heureusement il peut repartir de suite, mais il a perdu quand même 5-6 secondes facilement. C'est dommage cette petite erreur de Christopher. Ah oui. Et surtout qu'il est en tête de la catégorie A, mais ce sont 2 classements différents évidemment, il ne l'a pas fait exprès, j'en suis convaincu. Il faut le Coursiello. Full Coursiello, c'est-à-dire que tout le circuit est placé sous drapeau jaune. Et donc, Stéphane, que doivent faire les pilotes maintenant ? Donc là on appuie sur un bouton exactement comme le pit limiter, sauf que là on est limité à 80 km/h. Donc là personne ne peut gagner de place ou gagner de temps. Voilà. Ouais. Donc tout le monde respecte le 80 en fait, on se met... On est obligé, dans tous les cas, les commissaires ont les datas au niveau des chronos sur chaque secteur, donc ils peuvent voir assez rapidement si quelqu'un ne joue pas le jeu pour le pénaliser éventuellement. Là on fige les positions. C'est ça. C'est un peu comme le régulateur de vitesse qu'on met sur autoroute en fait, pour éviter les procès-verbaux. Oui, c'est exactement ça, c'est encore moins rapide, on n'est que à 80 km/h, dans une voiture de course c'est vraiment très faible. Donc d'accord, c'est pas sur autoroute, c'est sur national alors. Voilà, on va dire ça. Par contre c'est vrai que ça permet aussi un petit peu de souffler, et là on va arriver dans 3 minutes à la fenêtre d'arrêt au stand. Donc je pense qu'elle ne sera pas ouverte si on reste sous Full Coursiello. Et il faudra voir un petit peu ce que vont faire les équipes. Oui, normalement, on a effectivement une fenêtre, c'est-à-dire un temps imparti pour changer de pilote entre la 25e et la 35e minute. Un temps d'arrêt minimum dans cette voie des stands où l'on va changer de pilote entre l'entrée et la sortie. Temps d'arrêt qui doit être respecté bien évidemment sous peine d'écoper là aussi d'une pénalité. On a à l'image Grégory Guilbert. Ça fait le jeu peut-être ce Full Coursiello des voitures qui détériorent un peu plus leurs pneus parce que là on peut redescendre un peu les pneus en température. C'est ça, on va faire peut-être 4 ou 5 minutes de moins de course réellement, mais surtout on permet aux pneus de vraiment récupérer moins de température. Donc ça va aider forcément les grosses voitures lourdes comme l'Audi, la BMW. Donc c'est plutôt bien pour eux pour la fin de course. Allez, on va voir si cela peut les aider. Ah, ceci dit, les Alpines vont être redoutables aussi. On les avait vus très véloces en fin de course. Alors on se souvient que pour un constructeur français de retour dans la série phare du championnat de France FFSA des circuits, ça n'était plus arrivé depuis 2005 et le titre de Sohail Ayari d'ailleurs, comme quoi on y revient, avec la Peugeot 407 Silhouette dans le championnat de France Super Tourisme. Désormais le Super Tourisme a laissé sa place aux voitures de grand tourisme CGT avec une quarantaine de voitures de la catégorie GT4 qui étaient de nouveau engagées ici sur le circuit de Manicourt. Des GT4, ce sont des voitures qui restent relativement proches des véhicules de série, on peut le résumer comme cela. Et puis comme le veut l'organisateur et le promoteur de ce championnat, Stéphane Rattel Organisation, on a cette fameuse balance de performance dont on vous parlait qui cherche à équilibrer les chances entre tout, et on voit que ça fonctionne. On voit que ça fonctionne avec des marques très différentes en mesure de revendiquer la victoire. On est ici au cœur du Team Speed Car. Il faut décider maintenant que faire
Est-ce que l'on va faire rentrer les concurrents maintenant pendant le full coursier lot? Combien de temps va encore durer cette neutralisation? Bon, j'imagine, Stéphane, que dans le clan Speedcar maintenant, l'essentiel, ça va être de changer la stratégie quelque part. Après ce qui est arrivé à Benjamin Lariche. Il va falloir essayer de se décaler parce que vraiment le problème qu'il a, Benjamin, c'est qu'il est dans le peloton, il y a beaucoup de voitures autour de lui. Donc plutôt que de perdre du temps d'aéro, il faudrait s'arrêter en tout premier pour se décaler en stratégie et pouvoir rouler plus vite pour Robert en ayant une piste plus claire. Alors qu'on voit la Ginetta, hein, qu'on essaie toujours de sortir de sa fâcheuse position. Oui, c'est vrai que c'est assez compliqué quand on a beaucoup de profondeur de gravier. La voiture, en plus, quand elle a tapé, les roues sont un peu tordues, donc c'est compliqué de la tirer sans tout arracher. Donc il faut quand même prendre des précautions au niveau des commissaires pour la sortir sans dégâts. Et on va retrouver dans la voie des stands Guenaël Longy. Guenaël, quelle est l'ambiance là-bas dans la voie des stands pour l'instant? Eh bien écoutez Thomas, cette neutralisation de course arrive au moment où tous les pilotes sont prêts et casqués. Ils sont en train de sortir dans la voie des stands justement pour les changements de pilotes. La voie des stands qui va d'ailleurs bientôt ouvrir me semble-t-il. Et on attend notamment... Elle vient d'ouvrir, ça voilà, risque d'être une exactement. autoroute chez vous. Hein. Et je vous rassure, effectivement c'est le cas, ça va être le périphérique à l'heure de pointe, il y a des chances. Oui, parce que tout le monde va évidemment vouloir profiter de cette neutralisation pour faire l'arrêt. Évidemment, on perd moins de temps par rapport à la concurrence si la concurrence reste à 80 km/h sur le circuit. Donc je serais très surpris de voir, en tout cas les favoris à la victoire, rester en piste pour l'instant, même si... Vous êtes là, Guenaël? Allez-y. Oui Thomas, quasiment, alors là j'ai 3 voitures en visuel qui sont en train de rentrer dans la voiture, 4 même, la numéro 42 que vous devez voir à l'image de Saint-Éloque, suivi de la 5, Christophe Hamon qui relaie à l'instant son coéquipier Lonnie Martin, c'est derrière, c'est Nicolas Tardif qui est en train de prendre la place de Sohail Ayari, Pierre-Alexandre Jean qui va rendre également le volant à Pierre Sancinena, et là quasiment la totalité des voitures est en train de s'arrêter Thomas. Ah, vous n'avez pas besoin de dire quasiment, ils rentrent tous, donc on va avoir la même stratégie pour tout le monde. Ici, rentrer dans la voie des stands, on a vu le panneau 60 dont vous parliez tout à l'heure Stéphane, donc ça c'est la limitation de la vitesse évidemment dans cette voie des stands pour des raisons évidentes de sécurité. On a à l'image Jean-Luc Boblic qui va relayer Jim Plat également, qui n'est pas rentré. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas rentrés? Il y en a juste 2 je crois. Oui, on a 2 voitures qui ne seraient pas rentrées. Christopher Capello notamment, le leader de la catégorie des AM. Romain Brandella qui dès lors va récupérer la 2e position du classement AM. Et Thomas Robert Consani qui attend toujours Benjamin Lariche également du côté de chez Speedcar, mais il est en train d'arriver semble-t-il. Oui, effectivement, il vient de rentrer, on vient de l'apercevoir sur l'image et regardez tout le monde. Il y a du monde dans la voie des stands. Hein. Et malheureusement un drive-through pour la Ginetta qui dans tous les cas a abandonné. Ouais, c'est le de Wilfried Casalbon. Ouais, la Ginetta de l'équipe CMR qui a abandonné effectivement et qui a été pénalisée pour avoir causé une collision, mais c'est celle que l'on a vue en fait dans le bac à gravier. Heureusement qu'à Manicourt on a une voie des stands quand même qui est assez large, hein. Ça permet d'éviter les embouteillages et les problèmes en s'arrêtant et en repartant. Comme nous disait Guenaël, on a un peu l'impression d'être sur le périph', Guenaël. Faites attention à vous parce qu'il y a beaucoup de monde dans cette voie des stands. Là, vu les peu d'écart qu'il y avait entre tous les pilotes, il faut faire aussi un très bel arrêt au stand pour ne pas perdre trop de position. Donc on va voir un petit peu comment tout le monde a géré tout ça. Alors normalement, on ne peut pas gagner de temps sur l'arrêt au stand puisqu'on a dit qu'il y a un temps minimum à respecter entre l'entrée et la sortie. Ça c'est la théorie. Après il faut tout bien appliquer quand on est pilote et au niveau du team manager aussi pour faire repartir la voiture pile au bon moment. Pas trop tôt pour pas avoir de pénalité et pas trop tard non plus pour pas perdre trop de temps et de place. Alors on va voir Robert Consani, le leader du championnat, qui vient de repartir devant Olivier Jouffret sur la Porsche du victime. Alors si le full coursier lot dure encore quelques instants... Il va rester Thomas, le full coursier lot jusqu'à la fin de la fenêtre de changement de pilote. D'accord. Et donc ça veut dire que ceux qui ne sont pas encore rentrés peuvent rentrer maintenant et ne vont pas perdre de temps non plus en théorie. C'est ça, par contre c'est vrai que ça va quand même un petit peu hacher la course et il y aura un quart d'heure de moins quasiment de temps de course. Donc très clairement un gros avantage pour les Audi et les BMW qui vont pouvoir attaquer jusqu'à la fin de course avec beaucoup moins de dégradation de pneus. Ouais, c'est un avantage du coup pour les hommes de tête. Là c'est clairement un bel avantage je pense en termes de position. Alors maintenant vu que tout le monde est rentré un petit peu à la hâte, on espère que tout le monde aura respecté la fenêtre du changement. Puisqu'on a une fenêtre de 60 secondes sur ce circuit de Manicourt. C'est ce qu'on va voir, mais je pense que les équipes expérimentées ne font pas trop d'erreurs de ce niveau-là, mais bon, ça peut toujours arriver. Ouais, parce que ça peut jouer à 1 seconde ou 2, donc c'est assez... Ah mais c'est même pas 1 seconde, oui, monsieur, fois, 1 millième de seconde oui. Sous le temps, c'est une pénalité. On a à l'image Benjamin Lariche qui s'est retrouvé dans une situation un peu compliquée
On a l'impression que Benjamin était en difficulté en ce début de course. Et là, Fabien Michal à l'image, c'est le leader finalement. Alors peut-être pas sur la piste puisque Christopher Capello n'est pas rentré pour effectuer son arrêt, mais c'est lorsque tout le monde sera rentré, ce sera celui qui va récupérer le commandement. Fabien Michal, déjà vainqueur hier avec Grégory Gilbert. Ils ont bien géré ce début de course. Grégory Gilbert qui était vraiment brillant en début de parcours en prenant d'emblée l'avantage sur Lonnie Martins. On a vu derrière Julien Piguet désormais relayé, alors que voilà Christopher Capello qui va rentrer sur la Ginetta numéro 30. Pour l'instant, les 8 premiers n'ont pas bougé de position après l'arrêt au stand. Donc normalement, ça n'a pas changé au niveau du classement. Ouais, donc tout le monde a assuré dans le changement de pilote. Hein. Oui, je pense que tout le monde a fait un bon arrêt dans la bonne seconde ou 2 secondes d'écart avec le chrono minimum. Et a priori, tout le monde aurait fait son arrêt. Et après cet arrêt, qui va reprendre la tête? L'Audi numéro 42, non plus piloté par Grégory Gilbert, mais par Fabien Michel. Et devinez où est Grégory Gilbert? Il est avec Guénal, évidemment. Et on est en train justement de la surveiller. Elle vient de passer devant nous à petite vitesse, cette Audi, Greg. C'est une situation qui peut aussi probablement vous aider un peu cette neutralisation. Vous avez eu un petit peu moins de temps pour taper dans vos gommes. Là, pareil pour votre coéquipier Fabien. On sait que c'est un point clé dans ces courses. Oui, exactement. J'ai ménagé sans ménager. Mais voilà, le tout c'était de rouler avec du traction control, pas trop de faire sur virage. Et puis non, voilà, préservé. Au départ, c'était un peu délicat parce que je ne voyais pas Lonnie à mes côtés, donc je lui ai laissé la place lors du premier gauche. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas trop serré. Mais non, super relais, voiture parfaite ce week-end. J'espère que ça va aller comme ça jusqu'au bout maintenant. Un petit conseil pour votre coéquipier là sur cette fin de course? Bah là, je pense que ça va lui faire du bien. Comme tu dis, un petit coup de lap, quelques coups de lap, ça fait vraiment du bien aux pneus. Ça les réanime pour la fin de course. Donc non, c'est de bon augure pour la fin, je pense. Merci Greg. Ouais, des cool laps, c'est des tours cool où on refroidit tout pour Greg Gilbert. J'adore. J'ai ménagé sans ménager, disait-il. Mais bon, voilà, on a essayé de préserver. Le traction control, c'est un système d'anti-patinage en fait, qui évite justement donc aux pneus de patiner. Ce sont des aides au pilotage. Il y en a sur ces GT4, Laurent Mercier. Alors que je vous coupe là, ça semble terminé pour la Ginetta de Christopher Capello et Georges Cabane. Voiture qui avait brillé en début de course. Là, on voit Christopher à l'image. J'aurais bien savoir qu'est-ce qui peut se passer pour que ça redémarre pas, parce que c'est quand même assez rare. Et on voit Georges Cabane qui essaie de l'emmener ici, oui. Il n'a pas l'air content, Christopher Capello. Il avait fait une très belle course jusqu'à sa touchette sur Benjamin. Et en tout cas, j'ai l'impression que la BMW numéro 3 de Laurent Hurgon et de Julien Piguet, Ouais, au niveau des data, elle Ouais. ne passe plus. Alors j'espère que c'est une erreur au niveau de l'affichage. Parce qu'elle est passée 36e, on l'a vu chuter dans la feuille de classement, cette BMW numéro 3. Et on voit que l'on va pousser la Ginetta numéro 30 malheureusement dans son box. Mention très bien à Christopher Capello pour son début de course. Malheureusement, ce très très beau début n'est pas récompensé par un résultat de choix pour cette Ginetta de l'équipe CMR. Ouais, ça devrait faire les affaires du coup de la Porsche du Cool Racing, celle de Laurent Dube. J'imagine que c'est un problème de démarreur à mon avis. Pour redémarrer, on n'a pas le droit de pousser dans la pit lane, ce qui aurait pu dans ce cas-là sauver un petit peu le résultat. Mais je vois que ça comme élément pour ne pas redémarrer. Ouais, on va voir. Et c'est Laurent Dube, le papa de Clément Dube que l'on retrouve maintenant. Clément Dube, c'est l'une des révélations de cette saison sur la Porsche numéro 18 du Cool Racing. Clément qui avait notamment brillé, et on retrouvait là son passé d'ancien rallyman, mais qui avait notamment brillé dans les rues de Pau lors des essais qualificatifs en signant le meilleur temps des essais qualificatifs parmi des pilotes professionnels. Il avait ensuite dû se contenter de la 2e place lors de l'exercice de la Super Pole sur un seul tour lancé, mais il n'empêche, Clément avait été l'une des révélations. Et c'est son papa, donc pour l'instant, Laurent, qui est au volant de la Porsche numéro 18, 17e du classement général. 2e position en rame pour la Porsche numéro 60. Oui, non, je dis bien la Porsche numéro 72, AGS Stevens de Christophe Carrière et de Didier Dumaine. Et Guénaël Longy mène l'enquête dans la pit lane. Guénaël, est-ce que vous avez des informations de la BMW de Julien Piguet et oui. de Laurent Hurgon? Oui, Thomas, mauvaise nouvelle. Laurent Hurgon qui s'est accroché, semble-t-il, avec une Porsche dans cette cohue de retour au stand collectif entre une voiture qui sortait des stands et une qui y rentrait. Et il y a eu un contact entre Laurent Hurgon et cette Porsche. Je suis en train de mener l'enquête pour savoir qui était l'autre protagoniste. Il est possible que ce soit une voiture de l'équipe de Laurent Cazenave.
Ah là 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 là, quel week-end à oublier alors que cette BMW était pourtant performante. Il avait terminé Julien Piguet avec Frédéric Johet, 3e du championnat l'an dernier, notamment grâce à ces 2 victoires ici à Manicourt. Là, ils avaient clairement la possibilité d'aller jouer un double podium. Et Laurent, ouais, surtout qu'on l'addition est lourde, on tenait vraiment à briller sur ce circuit de Manicourt. On sait que c'est un petit peu la maison de BMW ici. BMW Team France, comme vous venez de le rappeler, s'était imposé l'année passée ici même. Donc là, c'est un week-end compliqué. La course d'hier a été dure et celle d'aujourd'hui est guère mieux. Oui, puis ils ont déjà eu aussi hier un accident dans les stands avec la numéro 9. Donc ça fait deux problèmes en deux courses pour eux. Ouais. Et je pense avoir aperçu le safety car qui est monté en piste. Et à mon avis, après une longue neutralisation sous full course yellow, et pour être sûr effectivement que les écarts n'aient pas changé sous full course yellow, on remet un safety car, on va relancer tout le monde. Et là, la fin de course risque d'être animée. Guénaël, vous êtes là, je pense. Non, on croyait vous avoir il y a quelques instants. Et donc, on attend la confirmation, mais j'ai cru voir une BMW, voilà, on l'a à l'image, effectivement, la BMW Safety Car qui est en train de remonter le peloton. Elle a le droit de dépasser, elle, voilà. C'est un avantage. Et on va retrouver finalement une BMW devant le peloton, mais ce n'est pas une voiture qui dispute la course malheureusement. On a une autre BMW qui est plutôt pas mal placée, celle de Gilles Vanley, qui fait son retour, le champion de France en titre sur ce meeting avec le jeune Enzo Guibert et cette BMW du 3Y Technologie pour le moment est 6e, mais on l'a vu tout à l'heure juste à l'instant à l'image là, donc une voiture qu'il va falloir surveiller aussi lors du redémarrage. On sait que Gilles Vanley fait partie des meilleurs pilotes âmes du plateau. Ils ont dû faire un très bel arrêt au stand, parce qu'il a gagné au moins, je pense, 2 places pendant l'arrêt au stand. Donc c'est, Ouais, même plus, je pense qu'Enzo Guibert devait être 11e ou 12e. Ouais, non 12e, il me semble. Et là, Gilles Vanley est passé 6e, donc ça veut dire qu'ils ont bien géré le temps minimum de cet arrêt au stand. Et voilà, safety car confirmé maintenant avec le SC qui s'affiche au-dessus. Bon, on vous l'avait déjà annoncé. Et on a les 2 voitures de l'équipe Saint-Éloque qui vont donc désormais pouvoir reprendre un rythme plus élevé. Alors pourquoi mettre une safety car maintenant, Laurent? Il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est resserrer tout le monde, mais c'est aussi permettre aux concurrents de repartir avec des pneus chauds. Oui, avec des pneus chauds. Enfin, moins froid. Moins froid. Comme vous venez de le préciser, du coup, ça permet d'aller un petit peu plus vite, donc de remonter un petit peu les pneus en température. Et je pense que ça rajoute un petit peu de stress aux pilotes, Stéphane, parce que là, on regroupe tout le monde, donc il ne faut pas se louper au redémarrage. Oui. Et ça va être intéressant. Je vous interromps un instant, messieurs, parce qu'on a Fabien Michal, Christophe Hamon, les 2 Audi, vous les voyez. Et puis on a 2 Alpines avec Nicolas Tardif et Pierre Sancinena. Et si on avait une première victoire alpine aujourd'hui, Guénaël Longy continue de mener l'enquête et elle est avec Pierre-Alexandre Jean. Oui, après un beau podium hier, c'est bien parti ce début de course, Pierre-Alexandre. C'était chaud quand même avec Soleil. Vous vous connaissez très bien, on le sait, mais on s'est demandé quand même s'il n'y en avait pas un qui allait partir au bac. Vous en avez parlé après? Ouais, clairement, c'était chaud, c'était une super bataille, j'ai adoré. Malheureusement, après, j'ai pas réussi à le coller parce que je pense qu'on a des légers problèmes d'ABS. J'avais du mal à freiner, donc, mais franchement, c'était une belle bataille. Et surtout quand c'est avec Soso, ça fait d'autant plus plaisir, quoi. L'élève qui met des coups de portière au maître, comment ça se passe? Vous avez pris une fessée là en rentrant? Non, pas encore. Normalement, c'est l'élève dépasse le maître. J'ai pas encore réussi, donc on verra la prochaine course. Bon, là, on va passer sous régime de safety car, ça va permettre un petit peu de resserrer les rangs. C'est aussi une belle opportunité pour vous d'aller essayer de gagner cette course. Ouais, clairement, parce que je sais pas ce qui s'est passé sur le full course yellow. Je me suis mis à 80 km/h, mais je voyais les hommes de tête partir. Donc je sais pas ce qui s'est passé, et là, ça fait plaisir que le safety car arrive en piste pour regrouper et pour relancer la bataille. Merci Pierre-Alexandre, bonne fin de course. Merci. Alors on doit vous expliquer en fait effectivement que Sohail Yari est le coach de Pierre-Alexandre Jean depuis que Pierre-Alexandre roule en monoplace. Il roulait l'an dernier en Formule 4. On rappelle que c'est un tout jeune pilote qui a 17 ans seulement. Et donc on a un septuple champion de France, Sohail Yari, ancien champion de France GT, ancien champion de France Super Tourisme, on vous le disait, avec Peugeot notamment en 2002, 2004 et 2005 si ma mémoire est bonne. Et donc finalement il se retrouve dans la même équipe que Pierre-Alexandre Jean, le coach et l'élève. Sympa de se retrouver. Bon, ils se sont pas fait de cadeau en tout cas. Je me demande quand même si le sourire aurait été le même si un des deux avait terminé dans les bas-côtés. Bon, ça n'a pas été le cas. Non, clairement, ça aurait pas été aussi souriant à l'arrivée. Mais en tout cas, c'était une belle bataille. C'est des petits coups de portière, mais rien de trop grave. Je pense qu'ils ont dû quand même bien s'amuser au pilotage dans la voiture. Alors dernier tour sous régime de neutralisation, donc le safety car va emprunter la voie des stands et va libérer les concurrents. Il reste 21 minutes 40.
clairement, ça fait les affaires, encore une fois, peut-être des voitures puissantes, parce qu'un redémarrage avec la longue ligne droite qui va suivre quand tout le monde est collé, c'est une opportunité de dépasser. Alors que contrairement peut-être au Ginetta, ils auront un peu plus de mal pour défendre leur position. Donc je ne sais pas où est classé Robert Consani. Il est actuellement. 19e, Robert Consani. 19e, ça fait un petit peu loin quand même pour réussir à revenir dans le top 10 en fin de course, mais pourquoi pas. Vous savez que Robert Consani et Benjamin Lariche ont terminé 7 fois dans les points sur les 7 premières courses de la saison. Ça pourrait être la première fois qu'ils ne terminent pas dans les points. Alors chance pour eux entre guillemets, c'est que Jean-Luc Boblic et Jim Pla sont seulement 10e pour l'instant et donc ne marqueraient pas de gros points. Mais il reste 20 minutes de course, 20 minutes d'une bagarre intense. La safety car, vous le voyez, se range ici, la BMW de direction de course, et c'est désormais les pilotes qui mènent la danse. Audi reprend les commandes de ce peloton avec 2 voitures qui plus est, Fabien Michal devant Christophe Hamon, et puis derrière on a Nicolas Tardif et Pierre Santinena sur les 2 Alpines, et Pierre Santinena qui est directement passé devant Nicolas Tardif. Il n'a pas tardé derrière Pierre Santinena qui découvre l'Alpine A110 GT4 ce week-end, mais qui connaît bien la version Cup, c'est-à-dire la version qui évolue dans l'Alpine Elf Europa Cup pendant toute la saison. C'est un avantage clairement pour Pierre Santinena qui est directement dans le bon rythme. Il a pris la 3e position. Il connaît aussi l'Alpine GT4, Pierre Santinena, puisqu'il a participé au développement de cette voiture. Oui, alors que là ça chauffe un petit peu du coup avec Nicolas Tardif et la Porsche de Michael Blanchemin. Et c'est Gilles Vanley qui commence à trouver. Il a un petit peu perdu le contrôle, Gilles Vanley. Petit coup de hanche, si vous me permettez d'exprimer. J'ai failli dire autre chose, mais on va dire petit coup de hanche de la part de la BM qui est partie en glisse à la sortie de l'épingle d'Adélaïde. Avec James Appleby et la Porsche de Christophe Lapierre. Ils sont pas de cadeau là. Oui, de Christophe Lapierre, ouais. Il n'y Allez. a pas de cadeau. Christophe Lapierre sur la Porsche numéro 1, et entre temps on a vu Sylvain Noël qui est passé devant aussi. Attention Sylvain Noël, il avait mené le début de course, souvenez-vous, hier sur la Porsche numéro 11 de l'équipe Racing Technologie. Alors on va avoir des pénalités, mais c'est pour la numéro 3 de Laurent Urgon et Julien Piguet. Donc c'est sûrement lui qui a fait l'erreur dans les stands et qui a causé le contact à mon avis. Il a été jugé coupable en tout cas, comme nous le disait Guénel. Et regardez la vitesse avec laquelle Pierre Santinena est revenu sur Christophe Hamon. Est-ce que l'on va assister à une première victoire alpine? Ce serait une première dans le championnat de France. Et fait ça depuis 2005, une marque française, une voiture française qui s'impose. On n'en est pas encore là. Fabien Michal est en train de prendre les devants, et clairement pour Pierre Santinena, il ne peut pas perdre trop de temps derrière Christophe Hamon, ne pas laisser s'échapper l'Audi. A priori, Stéphane, vous allez pouvoir nous le confirmer, en fin de course on devrait avoir une Alpine qui est un peu plus performante que l'Audi a priori. Alors jusqu'à présent c'était clairement le cas. Là on peut voir qu'il y a eu déjà un quart d'heure de course en moins. Donc ça fait vraiment une belle différence en termes d'usure de pneus. Et surtout hier, l'Audi de tête qui gagnait la course n'a pas dégradé tant que ça les pneus. Donc c'est quand même Pierre qui va devoir cravacher pour trouver l'ouverture. Le suspense reste entier. On revoit ici James Appleby, dont on vous disait le plus grand bien il y a 20 minutes, mais qui... il est reparti. Il est reparti. Beau car contrôle, on va le dire comme ça. Malheureusement, James Appleby qui est monté un peu trop fort sur le vibreur et qui a perdu des positions dès lors. Ça chauffe aussi pour la tête de la classe homme avec Laurent Dube qui devance la BM 3Y Technologie de Michael Potti. Il y a entre les deux 4 dixièmes d'écart. Et surtout Robert Consani juste derrière eux qui a remonté déjà 4 positions et qui va se mêler à la bagarre des pilotes AM. Et du coup la 3e place pour le moment elle est pour Guillaume Maillot sur la Ginetta du GM Sport. Et on les voit ici effectivement avec la Porsche qui était là à l'arrière-plan. On voit Nicolas qui a un peu de mal pour l'instant, il s'est fait dépasser par Christophe Lapierre qui passe là maintenant effectivement. On a Ronald Basso également qui fait une belle glisse. Et Nicolas Tardif qui s'est fait un peu écarter sur ce coup-là. Ça va permettre à Jean-Luc Boblic de revenir dans le top 10 et également, mais attention à James Appleby sur la Aston Martin qui ne lâche rien, et Nicolas Tardif qui est clairement en difficulté pour le moment avec le jeune Alexandre Bardinon, 16 ans, qui vient de passer devant notamment. Alexandre Bardinon qui était monté sur le podium à Dijon. Allez-y Stéphane. J'ai peur que Nicolas ait tapé au niveau de la roue avant gauche dans le 180 degrés parce que là il ralentit vraiment énormément. Et peut-être des problèmes pour l'Alpine. Il n'était pas au bon endroit au bon moment. Et c'est toute la difficulté, Stéphane. Quand on se retrouve un peu dans la bagarre comme ça et qu'on est hors trajectoire, on salit les pneus, on est moins rapide, on se fait encore plus dépasser, on se fait pousser hors trajectoire. C'est très compliqué, surtout à un restart. Il faut arriver à être resté concentré et regarder vraiment devant soi et pas derrière soi. Sinon, on se fait constamment des frayeurs. On regarde les rétroviseurs, on loupe les trajectoires et on laisse des opportunités aux autres de nous dépasser. Et on voit ici la Ginetta de Robert Consani qui est 12e. Et puis derrière, le leader de la catégorie des AM finalement, c'est Michael Petit qui a pris la tête sur cette BMW.
La BMW M4 donc de Michael Petit qui est devant Olivier Jouffret. Et puis derrière, on a Laurent Dube, le papa de Clément, qui est un peu plus en difficulté et qui se fait dépasser Laurent Dube pour l'instant. On a une pénalité pour l'Aston Martin. Pendant ce temps, il y a Pierre Anselina qui a dépassé le numéro 5. Oui, bien vu, il l'a dépassé au bout de la ligne droite. Un freinage, mais attention à la puissance peut-être supérieure de l'Audi en direction de l'enchaînement. Et pour l'autre Alpine, par contre, ça ne va pas. C'est un peu compliqué pour l'Alpine de Nicolas Tardif. Il a dû prendre, je pense, un contact à la roue arrière droite. C'est pour ça aussi qu'il avait vraiment du mal à garder sa position pendant un petit moment. Ouais, vous l'aviez signalé très rapidement, Stéphane Triboudini, effectivement. Et Pierre-Alexandre Jean est passé. On va revoir, regarder ici. Il y a eu différents incidents, je pense. Ouais, là, ça a touché. C'est pour ça que ça renvoie aussi la BMW en travers. Et il va prendre un deuxième contact à la sortie. Ouais. Dommage pour Nicolas Tardif et Sohail Yari qui avait fait un excellent début de course et qui nous a assuré une part du spectacle dans sa lutte avec son protégé, avec Pierre-Alexandre Jean. Et on revient ici sur la bagarre et Michael Petit, regardez, qui s'offre le luxe de venir se frotter au pilote pro avec la BMW de l'équipe 3Y Technologies. Et surtout Robert Consani qui est remonté à la 12e position. Il est vraiment à l'attaque. Il va sûrement finir dans les points. Ils peuvent aller chercher des points, effectivement. Et est-ce qu'il n'est pas déjà passé? Non, Jean-Luc Boblic est 9e. Mais regardez, il passe devant. Il passe devant. Ce sont les deux leaders du championnat. Et c'est le leader qui repasse devant son second, pour l'instant, Robert Consani. Il doit avoir un petit moment de satisfaction personnelle quand il passe devant Jean-Luc Boblic. Il sait évidemment qu'au niveau du championnat, c'est une bonne opération. Robert Consani qui n'a pas fini sa remontée. On le sait, les Ginetta sont toujours très très performantes en fin de parcours. On l'a vu avec Douglas Lundberg qui est là aussi. Par contre, il y a une autre Ginetta, celle de Rodolphe Walgren, quadruple vainqueur dans la catégorie des âmes. Alors on a plaisanté hier durant la première course en disant Rodolphe Walgren, soit il gagne, soit il abandonne. Il a gagné hier, donc il va abandonner aujourd'hui. Malheureusement, j'espère qu'on n'a pas été oiseau de mauvais augure. Et attention avec James Appleby qui a crevé, je pense, à l'arrière droit et qui se retrouve planté dans le bac à gravier. Et Rodolphe Walgren, je pense, va abandonner aussi. Thomas, je vous confirme, Rodolphe Walgren qui vient de descendre de sa voiture à l'instant. Malheureusement, la statistique a l'air de se confirmer. On va rentrer la voiture dans le box à la hâte. Donc peut-être on va essayer de trouver une solution pour le faire repartir. C'est incroyable, Rodolphe Walgren sur tous les circuits visités, c'est-à-dire Nogaro, Pau, Dijon et désormais Manicourt. Il a gagné une course, il a abandonné l'autre. Voilà. Bon, pour le moment, ça lui permet de rester en tête du championnat. Mais il faut voir où en sont ses rivaux directs. Et son principal rival, c'est Julien Lambert, qui est pour l'instant 3e du classement AM. Il est 17e du classement général, Julien Lambert. Et il pourrait donc reprendre la tête du championnat aujourd'hui. Pendant ce temps, on voit Robert qui continue sa remontée, qui est déjà 9e maintenant, qui est à l'attaque sur Alexandre Bardinon. Donc là, il y a vraiment quand même des points importants à marquer pour lui, parce que devant, après, il y a encore un gros groupe devant lui. Il va pouvoir seulement remonter un petit peu aussi, je pense, parmi peut-être les 5 premiers. Ouais, mention à Alexandre Bardinon, Laurent Mercier. Ouais, c'est sa 3e course en GT4, le garçon. On l'avait découvert dans les rues de Pau, où il avait roulé en solo, histoire de bien prendre la voiture en main. On l'avait vu avec l'expérimenté Thomas Laurent à Dijon, où ils étaient montés sur le podium. Et du coup, Alexandre Bardinon continue son apprentissage de la GT4. Là, il peut compter sur le soutien de Yann Erlaché. Et ce sera encore Thomas Laurent qui sera à Barcelone, l'équipier d'Alexandre Bardinon. Donc on aura un très jeune équipage sur cette Mercedes du team d'Yvan Muller. Et Yann Erlaché qui n'est autre que le neveu d'Yvan Muller, candidat au titre mondial dans la Coupe du Monde des voitures de tourisme, le WTCR. Et on va voir si Jean-Luc Boblic derrière arrive aussi à dépasser Alexandre Bardinon pour limiter un petit peu la casse au niveau des points au championnat, parce qu'ils ont tous la même voiture, donc on va voir que ça va donner. On a vu Douglas Lundberg sur la Ginetta Bordeaux et blanche doublée. Christophe Lapierre sur la Porsche numéro 1. Et on revient devant avec Sylvain Noël qui passe à l'attaque ici sur Michael Blanchemin sous le regard de Gilles Vanley. Sylvain Noël qui passe devant. Gilles Vanley qui va en profiter également pour passer devant Michael Blanchemin. 4e position désormais pour Sylvain Noël. La 5e pour Gilles Vanley. Et attention à Ronald Basso aussi, ancien champion de France Super Tourisme. Ronald Basso qui est là et qui est passé en 6e position aussi. Il vient de passer non pas un sale quart d'heure mais 15 mauvaises secondes. Le pauvre Michael Blanchemin qui vient de perdre 3 positions en un virage. Et regardez en tête Grégory Gilbert, Fabien Michal qui voit revenir Pierre Sansilena qui est plus rapide. Pierre Sansilena très clairement
On a donc une Audi et une Alpine en deuxième position qui revient alors qu'il reste moins de 12 minutes dans cette épreuve. Et puis on a encore une Audi avec Christophe Amon en troisième position. On voit que les deux premiers sont les deux seules voitures en 1 minute 50 au tour, donc c'est un très très bon rythme de course. Derrière, on passe souvent en 1,52, 1,51 pour Christophe Amon qui est troisième. Ce qui veut dire qu'on a vraiment trois leaders qui se détachent totalement par rapport au reste du peloton. Peloton qui reste très animé, mais attention à la lutte en tête avec Fabien Michal et Pierre Santinena que l'on a à l'image. Avantage à l'Audi dans certaines portions de ce circuit, dans certains secteurs. Avantage à l'Alpine dans d'autres. C'est tout ce qui fait la beauté évidemment de ce GT4. Où on a deux théories. On a une théorie qui est de dire on met des voitures un peu plus puissantes, mais qui forcément vont être plus lourdes, puisqu'il y a une balance de performance qui cherche à équilibrer. Pour résumer, on dira que plus ou moins c'est 3,2 kg par cheval. Donc si on divisait le poids total de la voiture par le nombre de chevaux, on arrive à plus ou moins 3,2. Et donc il y a des voitures qui sont plus puissantes, mais forcément plus lourdes, et des voitures qui sont plus légères, mais forcément moins puissantes. Et donc on a des atouts différents. Et regardez comment Pierre Santinena vient flasher ici derrière Fabien Michal, l'ex-rallyman Fabien Michal mis sous pression. Là, très clairement, le rôle de Pierre, ça va être de le harceler constamment à droite, à gauche, de l'impressionner pour qu'il regarde ses rétroviseurs, qu'il élargisse, qu'il use un petit peu plus ses pneus, qu'il force sur les freinages pour arriver à trouver une ouverture qui se fera peut-être dans les 10 minutes qui restent. Mais parce qu'a priori, en ligne droite, ça va être difficile de doubler cette Audi. Il y a très peu de chance, sauf si vraiment il se loupe à la réaccélération d'un virage. Mais sinon, ça va être très compliqué pour lui d'arriver à lui faire les freins, je pense, en bout de ligne droite. Ou alors s'il fait un très gros freinage, comme vient de le faire Robert Consani ici. On vient de la voir à l'image pour doubler Michael Blanchemin et pour prendre la 7e position. Et Robert Consani, il tourne en combien Robert Consani? Il est en 1,50,0, il est dans les temps des voitures de tête, hein, Robert Consani. Ça veut dire qu'il pourrait encore aller chercher les gros points, si pas une place sur le podium, une place dans le top 5 en tout cas. C'est tout à fait envisageable pour Robert Consani. Oui, pour moi la 4e place est complètement dans ses cordes. Maintenant il va falloir quand même dépasser devant lui encore 3 voitures, ce qui va pas être une mince affaire. Ouais, ça bouge aussi dans la classe A, hein, puisque Julien Lambert maintenant est 2e et va chasser la BMW de Michael Petit. C'est une nouvelle très belle course pour le team AJS Evans avec Nicolas Gomard et Julien Lambert qui sont pour le moment 2e, et la 3e place est pour Laurent Dube sur la Porsche du Cool Racing. Donc on a une BMW, une Porsche et une autre Porsche, 3e pour le moment. Oui, on voit qu'il a 3 secondes Julien Lambert de Michael Petit. Donc on va voir aussi la dégradation entre la Porsche et la BMW, de voir un peu où ça en est. Là, Laurent Dube qui se fait doubler l'un des pilotes du Cool Racing, le papa de Clément. Et là, regardez le leader de la catégorie des lames. Vous en parliez il y a quelques instants, messieurs. Le voici. Michael Petit, associé à Romain Brandella sur cette BMW numéro 50 d'une équipe nouvelle venue dans ce championnat de France FFSA GT cette année, l'équipe 3Y Technologie. Et Robert vient de dépasser pendant ce temps-là Ronald Basso, donc il est maintenant 6e. Il continue sa remontée. Ouais. Et regardez, Michael Petit, attention parce que qui est derrière lui, c'est Julien Lambert qui est un peu plus rapide, Julien Lambert, sur la Porsche que l'on aperçoit là d'ailleurs à l'arrière-plan, la Porsche verte numéro 25, l'équipe AJS Evans. Il pourrait reprendre la tête du championnat, Julien Lambert et Nicolas Gomard, et réaliser une magnifique opération ici. Surtout, on voit que Michael arrive sur un groupe de voitures devant lui, donc il va être forcément gêné, alors que Julien a le champ libre pour pouvoir revenir sur lui. Donc la fin de course va être animée entre les deux voitures, je pense. Allez, magnifique lutte attendue pour la victoire au classement général et pour la victoire dans le classement des pilotes âmes également. Et regardez pour le classement général avec la première attaque de Pierre Santinena. Cette fois, il est en mesure de mettre sous pression Fabien Michal. Ce n'était pas le cas lors du tour précédent, mais il est revenu maintenant, Pierre Santinena. Et il va, comme vous le disiez Stéphane Tribodini il y a quelques instants, il va certainement tenter d'énerver Fabien Michal, de pousser le pilote de l'Audi à la faute. Et le duel... Là, il faut vraiment bien préparer le 3e virage où il Estoril pour ressortir vraiment dans l'aspiration de l'Audi, pour espérer se faire tirer dans la ligne droite et pouvoir placer une attaque au freinage. Mais là, il est un petit peu trop loin à mon avis pour pouvoir le faire ce tour-ci. Il reste 7 minutes. Sauf que regardez, Fabien Michal est là. Et oui, là, on a bien vu l'usure des pneus qui a fait peut-être son travail parce qu'il a vraiment pu garder une trajectoire beaucoup plus intérieure que l'Audi. Mais là, en étant extérieur sur le freinage, ça va être compliqué d'arriver à passer, je pense. Ouais, ceci dit, il est sorti tellement plus vite que l'Audi qui était en difficulté qu'il va peut-être pouvoir freiner plus tard. Pierre Santinena, il est sur la ligne extérieure au freinage de
Adelaide. Fabien Michal garde la corde, il le fait bien, Fabien Michal qui reste devant pour l'instant, mais le duel est bel et bien engagé. Oula, Pierre Santinena qui avait un peu plus de place pour ne pas passer dans le gazon, mais voilà, il est passé un peu dans l'air, rien de mal évidemment. Attention, on va reprendre la bagarre et on a vu très bien, comme vous le disiez Stéphane, on a vu dans le virage Estoril Lodi qui est en difficulté au niveau des pneus, et voilà Pierre Santinena qui vient se mettre à l'intérieur, Lodi qui se fait écarter sur la trajectoire, Pierre Santinena qui passe en tête, et une Alpine en tête de ce championnat de France. FFSA GT pour la plus grande joie évidemment de l'équipe CMR. Pierre Santinena et Pierre-Alexandre Jean déjà sur le podium hier, ils ont offert à la marque française son premier podium ce samedi. Vont-ils offrir une première victoire ici? Ils sont partis en tout cas, Pierre Santinena, et on va revoir le dépassement. Et en fait Fabien Michal il est tiré vers l'extérieur, il peut pas faire grand chose hein, Stéphane. Il a voulu aller trop de vitesse après la chicane, donc il sort très très extérieur, et après avec sa voiture au freinage il n'arrive pas à récupérer l'intérieur, donc il ouvre la porte complètement à Pierre qui lui a pu préparer son attaque et passer relativement facilement à l'intérieur. Donc c'est un très très beau dépassement bien préparé. Alors Laurent Mercier, vous qui êtes un spécialiste des courses de GT, une victoire d'Alpine dans le championnat de France FFSA GT, ça ce serait particulier quand même. Ouais, ce serait particulier, surtout que c'est la première année de la voiture. On l'a vu, elle a brillé en GT4 Europe, d'ailleurs avec vous, avec Stéphane, sur le circuit de Spa-Francorchamps il y a quelques semaines. Donc du coup, ce serait un retour gagnant pour Alpine. Il suffit d'aller discuter dans le paddock au sein des différentes équipes et on commence à essayer de regarder ce qu'on peut faire au niveau des Alpines pour 2019, parce que cette voiture elle plaît, c'est la voiture qu'elle vend en poupe déjà parce que c'est une marque française, c'est une Alpine, et du coup on voit qu'elle brille, donc forcément ça va inciter les équipes à regarder de près cette voiture. Et elle plaît au public aussi hein. Elle plaît au public, elle est développée par Signatech, donc l'équipe connue de Philippe Sino, donc forcément on connaît le sérieux de Philippe Sino, Lionel Chevalier et Alix Masson hein, qui ont passé beaucoup de temps à développer cette voiture, et du coup cette voiture maintenant elle est bien née et elle prouve qu'elle a son mot à jouer face à des Audi et des Mercedes, donc ce qui est plutôt pas mal. Ce qu'on peut signaler aussi, c'est que Jean-Luc Boblik est en train de perdre des places, il est sorti des points, il est 12e maintenant, donc c'est vraiment pas une bonne affaire pour eux au niveau du championnat, parce que Robert pendant ce temps est à la 6e place et il n'est qu'à 2 secondes de la 4e place. Ça risque d'être un week-end à oublier pour Jim Pla et Jean-Luc Boblik. C'est assez délicat évidemment. Et du côté de la catégorie des AM, 1 seconde 2. Donc désormais au niveau du classement général, je pense que sauf catastrophe, on va se diriger vers une victoire alpine. Du côté de la catégorie des AM par contre, Michael Petit est en tête. Mais son équipier Romain Brandella doit trépigner de stress. Guénel Longier avec vous dans la pit lane. Romain, est-ce que vous trépignez de stress? Il reste quelques minutes, l'écart s'est un petit peu resserré avec vos poursuivants. Comment ça se passe là pour ces toutes dernières minutes de course? C'est chaud, on a vu que Michael se battait, là il vient de sauter sur les vibreurs, je crois qu'ils sont 1 seconde d'écart. Effectivement je trépigne, ça se voit pas, mais franchement on a peur. Après la sale course qu'on a passée hier, on croise les doigts. Bon, quelques minutes encore pour peut-être une première victoire pour vous cette saison, Romain. Ouais, ça serait une belle surprise, c'était une saison un peu loupée jusqu'à maintenant, donc voilà, ça nous redonnerait le sourire et on repartira sur de bonnes bases pour la rentrée. On espère vous voir sur la première marche, merci. Et la bagarre, elle est intense, on les a à l'image d'ailleurs. La BMW orange, c'est celle de Romain Brandella, mais c'est son équipier Michael Petit qui est actuellement au volant. Et puis juste derrière, Julien Lambert sur la Porsche, vous allez les voir sortir de la chicane. Maintenant, les voilà, roue dans roue. Et ils ont d'ailleurs doublé, je pense, un Jean-Luc Boblik décidément en difficulté et qui est retombé en 15e position. Voilà les deux leaders du classement A. Michael Petit, attaqué par Julien Lambert. Là aussi, on va avoir une magnifique bagarre en cette fin de course. BMW face à Porsche et devant Douglas Lundberg qui double ici Olivier Jouffret, et c'est pour la 9e position. On est dans les points là aussi pour Douglas Lundberg et son équipier Pierre Courroy, 5e du championnat avant d'aborder cette 2e course de Manicourt. Attention aussi à Robert Consani qui n'était pas très loin de Gilles Vanley. Il y a des points, les points de la 5e place en jeu pour l'équipage de la Ginetta qui mène le championnat, alors que du côté de Julien Lambert, on essaie de faire le forcing pour essayer de passer Michael Petit. Oui, et regardez comment ils ont tous les deux doublé des deux côtés Michael Blanchemin qui a dû se demander ce qui lui arrivait. Très très belle course en tout cas des pilotes amateurs là que sont Michael Petit et Romain Brandella bien évidemment, mais aussi Julien Lambert et son équipier Nicolas Gomard, parce qu'au niveau du classement général ils ne sont pas loin d'un top 10 général qui plus est ces deux-là. Et Nicolas Gomard s'était lancé de la 19e ligne, donc c'est quand même une très belle course à signaler pour cette Porsche du AGS Events.
Oui, ils étaient tombés en panne d'essence sur des essais qualificatifs. Ils ont un problème que l'équipe ne parvient pas à identifier au niveau de la consommation d'essence et de l'utilisation de la pompe à essence. Donc ils doivent un peu stresser pour l'instant, en se disant pourvu qu'on aille au bout. Mais Julien Lambert est plus rapide que Mickaël Petit. Il l'attaque ici dans la descente vers le lycée, vers le complexe du lycée de ce circuit de Manicourt. Il a dû se remettre derrière. Heureusement, on voit le couple de la BMW qui l'a beaucoup aidé à relancer pour repasser devant. Donc là, en fait, le rôle de Mickaël, ça va être de bien conserver les lignes intérieures, de ne pas s'écarter de la trajectoire. Et après, avec le moteur, ça pourrait suffire pour conserver la position devant la Porsche. Oh, et le passage dans la chicane ici, on a vu une Ginetta qui se faisait prendre un tour. C'est la numéro 30 de Georges Cabane qui est finalement reparti. Et regardez cette lutte. Pour l'instant, il le fait très bien de conserver l'intérieur, de ne pas trop élargir. C'est tout ce qu'il faut faire. D'ailleurs, la Porsche s'énerve un petit peu, glisse. Donc il faut continuer comme ça pour Mickaël s'il veut espérer pouvoir rester devant. Ce serait pas mal pour l'équipe 3Y Technologies, Laurent Mercier. C'est une nouvelle venue cette équipe. Exactement, une nouvelle venue. Elle engage, alors que là il y a un petit peu de poussière quand même. Hein. Oui. Elle a engagé 3 voitures jusqu'à maintenant et maintenant c'est une 4e voiture avec Gilles Vanley et Enzo Guibert pour cette course. Et du coup chez 3Y Technologies on met les moyens. Et on voit que Robert Consani a dépassé Gilles Vanley. Il est maintenant 5e. Donc c'est encore des gros points de plus. Et Sylvain Noël n'est pas très loin devant, mais il reste 1 minute 10 maintenant. Maintenant, Sylvain a quand même un très bon rythme, donc ça va être compliqué, je pense, pour venir le dépasser. Et on voit ici, il reste devant. Mickaël Petit et Julien Lambert toujours juste derrière lui. On va bientôt rentrer dans ce qui sera le dernier tour de course. Voilà Sylvain Noël qui reste en 4e position. On a une Mercedes pour l'instant à la 3e place dans la classe AM, une voiture du team d'Yvan Muller avec Franck Le Herper et Tuc Dual Rabro qui pour le moment est 3e. Bon, elle est un petit peu plus loin évidemment que la BMW de Mickaël Petit et la Porsche de Julien Lambert, mais ce serait une 3e place pour cette Mercedes du team d'Yvan Muller. On va rentrer maintenant déjà dans le dernier tour de course, donc je pense que pour Sylvain il va conserver sa position. Par contre au niveau des AM, ça reste toujours très serré. Ouais, ça va rester serré. On voit ici Robert Consani à l'image, qui est donc en 5e position. Gilles Vanley, 6e. Et Ronald Basso qui est revenu derrière Gilles Vanley également. La place de premier pilote BMW qui est en jeu ici. Et le leader, Pierre Sancinena, dans la ligne droite du golf, direction l'épingle d'Adélaïde pour la dernière fois. Il est à 220 km/h, la vitesse de pointe, ce tour-ci pour Pierre Sancinena qui gère ce dernier tour évidemment à la perfection. Il a 3 secondes d'avance sur Fabien Michal et à la régulière il ne peut plus rien arriver à cette Alpine à 110 GT4. Il doit y avoir une certaine tension dans le clan CMR, l'équipe CMR dirigée par Charlie Bourrachot, Laurent Mercier qui avait choisi d'être la première à engager ses Alpines et quelque part on la voit à l'image d'ailleurs d'essuyer les plâtres aussi. Oui, d'essuyer les plâtres. C'est une voiture toute nouvelle, une voiture que pour le moment on n'a vu que en sprint, qu'on verra certainement l'année prochaine en endurance. Donc il a fallu la peaufiner, elle devait être prête dès le début de saison et au final, Stéphane est bien placé pour le savoir, on l'a vu débuter à Dijon, on a vu dès le début que cette Alpine elle était bien née et maintenant il fallait la fiabiliser et du coup l'équipe CMR a fait le travail. Voilà, je suis vraiment très content pour le team parce qu'une victoire qui est en championnat de France, on l'espérait déjà à Dijon. Donc là, elle devrait arriver d'ici 15 ou 20 secondes maintenant pour Pierre et Pierre-Alexandre Jean. Donc je suis très content pour eux, pour l'équipe. Ouais. Bon, c'est votre voiture Stéphane, un petit pincement au cœur on imagine, mais on espère vous voir très bientôt par exemple à bord de cette Alpine et finalement cette victoire c'est un peu votre travail aussi puisque vous avez fait le travail de développement, de déverminage d'une voiture, une Alpine A110 GT4 qui s'impose dans le championnat de France et fait ça GT, la joie énorme dans le clan CMR évidemment. Pierre Sancinena et Pierre-Alexandre Jean, 17 ans Pierre-Alexandre Jean, je me demande si ce n'est pas le plus jeune vainqueur de l'histoire du championnat de France FFSA GT, il ne doit pas y en avoir beaucoup plus jeune en tout cas. Et puis on a Christophe Hamon qui va terminer avec Lonnie Martins en 3e position. Ils étaient partis depuis la pole et ils vont monter sur le podium. Sylvain Noël et Jimmy Antunes 4e. Robert Consani et Benjamin Lariche, excellente opération dans l'optique du championnat puisqu'ils terminent en 5e position. Gilles Vanley et Enzo Guibert 6e pour leur première course en GT4 avec cette BMW. Ronald Basso et Romain Monti vont terminer en 7e
7e position. 8e place pour Olivier Jouffret, Éric Trémoulet. 9e place pour Alexandre Bardinon et Yann Erlaché sur la Mercedes. 10e position pour Douglas Lundberg et pour son équipier Pierre Courroy. Et regardez le leader, le vainqueur même désormais, puisqu'ils ont franchi la ligne d'arrivée. Le vainqueur de la catégorie des âmes, Mickaël Petit, qui aura résisté jusqu'au bout à Julien Lambert. Victoire de Mickaël Petit et de Romain Brandella devant Julien Lambert et Nicolas Gomard. Et 3e position dans ce classement des âmes pour une Mercedes. C'est une Mercedes du clan YMR, le M Racing YMR, donc l'équipe d'Yvan Muller, avec Franck Le Herper et Tugdual Rabro. Et bien, quelle course, Laurent! Ouais, quelle course. On avait déjà assisté ce samedi à une belle course, et du coup la course du dimanche a été très belle. Bon, elle a été amputée un petit peu par un full course yellow et un safety car, mais on a vraiment eu une belle course. On va voir le classement de cette épreuve, de cette course 2 du championnat de France FFSA GT. La victoire, la première d'Alpine dans cette compétition avec Pierre Saint-Sinena et Pierre-Alexandre Jean devant 2 Audi, celle de Fabien Michal et Grégory Guilbert qui auront marqué le plus de points finalement ce week-end après leur victoire d'hier. Christophe Hamon et Lonnie Martins terminent 3e. Sylvain Noël et Jimmy Antunes, première Porsche, 4e. La première Ginetta, Robert Consani, Benjamin Lariche, 5e. Gilles Van Leen, Zo Guibert et Ronald Basso, Romain Monti, sauve l'honneur BMW aux 6e et 7e place. Olivier Jouffret et Éric Trémoulet sont en 8e position. Alexandre Bardinon et Yann Erlaché sur la première Mercedes sont 9e. Douglas Lundberg et Pierre Courroy sont en 10e position du côté des classements âmes. 12e et vainqueur en âme, Mickaël Petit, Romain Brandella devant Julien Lambert et Nicolas Gomard. Et puis 3e position du classement des âmes pour Franck Le Herper et Tugdual Rabro qui sont 19e du classement général, juste devant la famille Dube. Et on va retrouver, je pense, avec les vainqueurs, évidemment, Guénaël Longy qui est à l'affût. Et oui, je suis avec les 2 vainqueurs du jour. Une victoire historique, ce retour d'Alpine à Dijon. Et déjà, cette première victoire, vous l'aviez emportée déjà en championnat d'Europe, Pierre-Alexandre. Mais pour vous, Pierre aussi, qui est arrivé ce week-end et qui avait participé activement au développement de cette auto, ça doit vous faire quand même quelque chose. Ouais, c'est un sentiment incroyable. C'est juste, j'ai pas trop de mots là pour décrire ce que je vis aujourd'hui, arriver dans le championnat de France et dès la 2e course pouvoir gagner avec Pierre-Alexandre, et surtout l'équipe CMR qui a fait un super boulot, c'est juste un rêve quoi. On pouvait pas espérer mieux. On a fait 3e hier, là 1er. On monte les étapes et on va aller encore plus loin, on pense. Pierre-Alexandre, vous l'aviez emporté en Belgique, c'était pas très loin, mais là vous gagnez en France. Il y a le drapeau français là qui est dans le dernier virage avec cette déco tricolore de votre Alpine. Ça doit être particulier de gagner à la maison un peu. Ouais, c'est ça, c'est une victoire historique. Gagner avec une voiture française en France, vous pouvez pas rêver mieux. Et franchement, bravo à toi mon Pierrot, t'as fait un super job, donc merci. Et voilà, on va essayer de continuer dans cette lancée-là. Bravo, rendez-vous à Barcelone. La 2e course du championnat de France FFSA GT sur le circuit de Manicourt avec une grille de départ bien fournie. Une fois encore, on retrouve en pole position une Audi, celle de Lonnie Martins devant une autre Audi, celle de Grégory Guilbert. Derrière, Julien Piguet et Pierre-Alexandre Jean sur la BMW et sur l'Alpine sont bien décidés à se mêler à la bagarre. Le départ est parfait pour l'Audi de Grégory Guilbert qui a pu surprendre son équipier Lonnie Martins. Derrière, on a déjà un premier incident avec une BMW qui se trouve en difficulté. Julien Piguet, lui, n'a pas tardé pour prendre la 2e position. Et puis on a un Sohail Yari particulièrement motivé qui revient à la 4e place et qui se bat avec son élève Pierre-Alexandre Jean. On sait que Sohail est le coach de Pierre-Alexandre Jean. Et regardez la lutte entre ces deux-là. Belle lutte également avec Jim Plat qui est au coude à coude ici pour la 6e position. La lutte face à Steven Palette. Mais c'est le pilote Porsche qui pour l'instant reste devant. Éric Trémoulet reste derrière en embuscade. Éric Trémoulet qui commet une faute ici en venant toucher bien malgré lui quelque part Romain Monti qui l'envoie en tête à queue. La Porsche numéro 64 qui sera pénalisée pour cela. Et puis ce contact avec l'abandon malheureusement de Wilfried Casalbon sur la Ginetta qui va provoquer une longue neutralisation. Et juste avant cette neutralisation, on a eu ce contact aussi et ce tête à queue de Benjamin Lariche. Full coursiello dans un premier temps, 80 km/h maximum, c'est la vitesse sur la piste. Tout le monde en profite dès lors pour repasser par la voie des stands et pour changer de pilote. Bien sûr, on voit l'arrêt notamment ici de la Mercedes numéro 88 de Benjamin Ricci.
touché de Thomas Drouet. À la relance, c'est Grégory Guilbert qui mène la danse. L'Audi Saint-Éloque qu'il partage avec Fabien Michal a remporté la première course samedi. Peut-elle récidiver ce dimanche? Derrière, on a Christophe Hamon, mais aussi un certain Pierre Santinena qui a pris la 3e position. Mickaël Blanchemin est 4e pour l'instant. Sohail qui se fait, Nicolas Tardif pardon, qui se fait quelque peu touché par la BMW ici de Gilles Vanley. Et puis on a l'Aston Martin Vantage qui est dans la bagarre également. Nicolas Tardif est en difficulté sur la 2e Alpine de l'équipe CMR. On le voit passer ici sur le bas-côté. Malheureusement, il y a des dégâts sur cette Alpine qui est contrainte à l'abandon. Sylvain Noël est en pleine remontée lui aussi avec la Porsche numéro 11. Il terminera finalement en 4e position. En tête de la course, Fabien Michal est attaqué par un Pierre Santinena qui profite probablement de pneus un peu plus frais sur son Alpine. Et l'Alpine, pour la plus grande joie de l'équipe CMR, prend la tête. Magnifique bagarre également dans la catégorie des âmes avec Mickaël Petit qui va résister jusqu'au bout à Julien Lambert. Victoire d'une BMW 3Y Technologie en âme. Mais la victoire au classement général, elle revient à l'Alpine. Pierre Santinena et Pierre-Alexandre Jean, les vainqueurs de cette 2e course ici sur le circuit de Manicourt. Et on voit la joie ici dans le clan de l'équipe CMR. 2e position pour Fabien Michal et Grégory Guilbert. 3e position pour Christophe Hamon et Lonnie Martins qui était parti depuis la pole. Christophe Hamon sur la 3e marche du podium avec Lonnie Martin. Ça va leur faire du bien aussi à cet équipage, hein, Laurent, qui n'avait pas connu beaucoup de réussite en début d'année. Ouais, déjà la pole position de Lonnie Martin, c'est déjà une très très belle performance. Et du coup, un podium, c'est plutôt pas mal. Et avec ces 2 équipages Audi sur le podium ici à Manicourt. Ouais, jusque-là, c'était une 5e position, leur meilleur résultat. Vainqueur hier, Fabien Michal et Grégory Guilbert, 2e aujourd'hui. Quel beau week-end pour l'équipage de l'Audi Saint-Éloque, alors qu'il y a des bouteilles qui explosent un peu trop tôt déjà. Christophe Hamon qui essaie de dire non, ce n'est pas moi. Et les vainqueurs, Pierre-Alexandre Jean et Pierre Santinena. Très très belle course. Avec vraiment les mêmes couleurs pour toutes les combinaisons, les et les blancs. Pourtant, on a, bon, à l'extérieur, c'est la même équipe, mais au milieu, ce n'est pas l'équipe Saint-Éloque, c'est bien l'équipe CMR de Classic et Modern Racing. On écoute la Marseillaise Charlie Bourrachot, le patron, qui est là également. Voilà, félicitations à ces pilotes. On voit Dominique Roger, c'est le vice-président de la FFSA qui vient remettre ici les différents trophées. Avec Christophe Hamon. Ah, il est heureux, hein, Christophe Hamon. On l'avait quitté à Pau, enfin on l'avait revu à Dijon par la suite, mais à Pau où ils avaient brillé. Et puis bon, ça s'était un peu bousculé en fin de course. Il n'était pas très content, Christophe Hamon. Et puis il y a de grandes chances qu'on les revoie l'année prochaine, hein. Christophe Hamon et Lonnie Martin sur cette même Audi du Saint-Éloque Racing. Alors on va jouer sur la continuité manifestement. Nicolas Mandra, ingénieur compétition de Total ACS pour remettre les prix au 2e. Et puis Dominique Roger, le vice-président de la FFSA que l'on a à l'image pour les vainqueurs. Oui, c'est vrai que c'est quand même plutôt important de repartir pour une 2e saison sur la même voiture. Yes. Parce qu'on a des très bonnes bases déjà au niveau du pilote, au niveau du réglage, au niveau de l'équipe. Donc on a un petit gain, je pense, quand on débarque sur les circuits avec une voiture dont on maîtrise. Surtout que Christophe Hamon n'a jamais fait 2 années de suite dans la même équipe, donc ce serait une première. Hein. C'est vrai? Ouais. Ah ben voilà. C'est qu'il est content, là où il est. Voilà, on va le dire comme ça. Le champagne sur ce podium ce rendez-vous de Manicourt. Et là, on peut se lâcher les combinaisons, même si elles sentent le champagne à la fin. C'est pas très grave, parce que demain, on rentre à la maison. On va les laver avant Barcelone. C'est ça. Il faudra, effectivement. Voilà, Fabien Michal et Greg Guilbert. Ça fait du bien, mec. Ça fait du bien, mec. Pierre-Alexandre Jean. Ouais, ça fait du bien, ce podium. Ça fait du bien, surtout au classement général, en plus, pour Pierre-Alexandre, qui va vraiment remonter et pouvoir jouer le podium final du classement. Et voilà ce podium. Alpine, Audi. Et une nouvelle marque qui s'impose ici. C'est la 4e depuis le début de... La 5e, pardon, depuis le début de cette année. 3 victoires pour Ginetta, 2 pour Mercedes, 1 pour Porsche, 1 pour Audi, 1 pour Alpine.
5 marques sur 7 qui ont déjà gagné. C'est pas mal au niveau de la balance de performance, au niveau de l'équilibre entre les différentes marques. Hein. Ça veut dire que tout le monde a ses chances et ce sont les pilotes qui doivent faire la différence. Et on va voir d'ici quelques instants le podium de la catégorie des âmes. Le temps de se préparer. Michael Petit qui est venu juste pour faire une pige en remplacement un petit peu au pied levé. Et je pense qu'il va être très très content après la première course un petit peu gâchée alors qu'ils étaient en tête du AM ou deuxième, de venir faire une belle victoire avec son équipier Romain Brandella. C'est vrai qu'ils avaient eu un coup de malchance hier. On l'avait vu finalement terminer sa course dans le bac à gravier. C'est une belle revanche pour Michael Petit. Ouais, on passe à la vitesse supérieure chez 3Y Technologies puisque cette voiture elle gagne la classe A, mais du côté du Pro-Am, du coup, Gilles Vanley et Enzo Guibert terminent 6e et Ronald Basso et Romain Monti 7e. Oui, clairement, c'est les BMW, ça y est, sont enfin tout mis bout à bout au niveau des réglages pour pouvoir performer. Surtout la voiture de Julien Piguet également et Laurent Urgon qui aurait pu se mêler, je pense, pour le podium final, qui a dû abandonner. Le podium de la catégorie des âmes maintenant et on va accueillir sur cette troisième marche du podium. Les voici à l'image, la Mercedes du M Racing YMR de Franck Le Herper et Tug Dual Rabro, deuxième position du classement des âmes. Ils vont reprendre la tête du championnat. Et bien quel mano à mano. Ils ont profité à chaque fois des malheurs de Rodolphe Walgren. Voici Nicolas Gomard et juste derrière lui Julien Lambert qui termine donc deuxième dans ce classement âme et qui reprennent la tête du championnat avant Barcelone et avant le Paul Ricard. Mais j'ai l'impression qu'ils montent en performance ces deux-là, donc ils vont être de sérieux candidats jusqu'au bout. Et puis vous l'avez dit, Romain Brandella et Michael Petit, après une course difficile et décevante hier, se vengent de la plus belle des façons en montant sur la plus haute marche de ce podium. Première victoire pour l'équipe 3Y Technologies. Ouais, le team de Guillaume Maillard qui salue, qui est au milieu, qui salue les vainqueurs du jour et les deux autres équipages. Donc, Guillaume Maillard qui met beaucoup d'efforts. Le team 3Y Technologies qu'on verra la semaine prochaine en Blancpain GT Series avec une BMW, mais ce coup-ci une BMW M6 GT3. Donc un team qui évolue en France et au niveau international. Et voilà, après cette Marseillaise, on remet les casquettes Pirelli, fournisseur de pneus évidemment de ce championnat de France FFSA GT, dans le cadre de Michael Petit et la joie. Très clairement, au niveau des amateurs, la régularité va payer plus que tout. Il faut être constant, il faut arriver à faire des très beaux relais, des beaux arrêts au stand, à ramener la voiture, à marquer des points à chaque rendez-vous. Et c'est ce qui manque un petit peu pour l'instant à Rodolphe, parce que sur la performance pure sur un tour, il est peut-être un petit peu au-dessus, même s'il baisse un petit peu, je trouve, depuis Dijon. Mais là, Julien Lambert et Nicolas Gomard sont en train vraiment de revenir très fort, aussi bien en performance qu'en régularité. Si hier, ils avaient plus leurs petits problèmes techniques, ils auraient marqué encore plus de points. Donc c'est ça qui va faire la différence. Ils auraient pu faire un carton pratiquement plein hier, parce qu'ils auraient pu gagner s'ils n'avaient pas eu en fin de parcours des problèmes avec l'arrivée d'essence notamment. On a vu Blandine Capellier, event manager de Motul, remettre les prix. Serge Saunier également, le directeur de ce circuit. Voilà. Bravo, en tout cas, ce podium à mon nom restera là. Stéphane Tribodini, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci champion de France GT AM l'an dernier. Laurent Mercier, mais comme toujours, c'est un plaisir. De même. C'était Thomas Bastin pour vous accompagner ici sur le circuit de Manicourt. Et je vous dis rendez-vous à Barcelone pour le championnat de France FFSA GT. Merci à tous. Merci. À bientôt. Bye bye. Merci.